Bienvenue dans la capsule de TC Box avec moi-même Charlie. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. On va bien rigoler, on va bien discuter. Monsieur Kevin Séraphin. Kevin, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tranquille. En forme? Oui, c'est en forme, en forme. Merci Super. pour l'invite. Ah ben merci à toi d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Tu C'est sais. cool. Et on remercie Vaf pour le plug. Merci mon pote. T'es un bon mon gars. Bien sûr. Kevin, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bon, mais écoute, Kevin Séraphin, Ok. ancien joueur NBA, joueur d'équipe de France, papa. Important. Un bon type. Donc voilà, et après, j'ai joué 7 ans en NBA. Ok. D'accord, j'ai joué 5 ans à Washington, un Ouais. an à Indiana, Ok. et un an à New York, un an à Indiana. Ouais. Après, j'ai joué 2 ans à Barcelone. Avant ça, j'étais à Cholet en centre de formation. Ok. Et j'ai fait aussi des passages en équipe de France. D'accord. Donc, j'ai fait championnat d'Europe, Jeux Olympiques en 2012. Et après en 2017 aussi championnat d'Europe. Très gros palmarès. Donc voilà, comme je disais, papa, Ouais. un petit de 5 ans. Tu Et kiffes? puis, ouais, je kiffe, vraiment. Bon, j'ai pas la chance aujourd'hui de grandir avec lui parce qu'on est séparés avec sa mère et que du coup, il vit au Canada. Ok. Mais on essaie de se voir assez souvent. Il vient, maintenant, il va venir tous les étés, surtout qu'il a l'âge, il va venir avec moi. Ouais. Et voilà, après retraité, là je viens d'ouvrir mon deuxième resto qui s'appelle Montabo Soleil, c'est un Montabo Resto. Ok. Donc c'est un resto créole. D'accord. C'est où? C'est à Bercy 2. D'accord. J'avais toujours, hein, j'ai mon label, j'avais un label de musique qui était à Suresnes. Ah. Ouais. Ah bien. Donc, on est entouré tout autour de nous en Ah fait. bah oui, ici, bah, de tu ouf. vois. Donc voilà, et puis après ça, et puis rien de plus. Puis voilà, il n'y a pas de... Voilà, mon Ouais. actualité. Ah ben top. Kevin, faut qu'on parle d'un truc. Déjà, on en a parlé en off, c'est déjà, mais faut que tu m'expliques ta passion pour les reptiles. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. J'avais vu sur une vidéo avec un reptile qui était aussi grand que toi et aussi gros que toi. Qu'est-ce qui aurait été plus acceptable, des félins? Un petit chat. Je sais pas, un petit petit chat. chien, je sais pas, un petit truc, tu vois. Pourquoi tu veux que je sois comme tout le monde? Non, je sais pas, mais un gars, tu me sors un python, je sais pas ce que tu lui sors, mec, des trucs qui faisaient 2 mètres, je sais pas quoi. Honnêtement, j'ai toujours kiffé. Après, tu vois, j'ai grandi en Guyane. Ouais. Donc j'ai toujours été un peu sauvage. C'est pour ça que mon nom, c'est mon nom, Friend Savage. Ok. Et en fait, j'ai toujours été un peu ce petit côté sauvage où j'ai toujours été un mec de la nature, tu vois. Ok. Quand j'étais petit, je me faisais piquer par des abeilles. Je pense même plus que je réagis aujourd'hui. Genre, sincèrement, je me suis fait piquer tellement de fois. Une fois, une guêpe m'a piqué là. Non. Et ouais, je te jure, j'allais à l'école. Et il y avait un nid de guêpe, des guêpes rouges. Et j'ai balancé le truc et elle est venue me piquer. Pendant 3 jours, mes yeux ils étaient bouffis. Je pouvais pas aller à l'école. Je pouvais même pas ouvrir mes yeux. J'étais comme ça tous les matins, je pleurais et tout. La méga, Et donc, j'ai toujours kiffé ça, en fait, les animaux. Mais les serpents, quand même. Bah, les serpents, je veux dire, en fait, pour moi, j'estime que quand tu connais quelque chose, quel que soit le domaine, Ouais. c'est moins dangereux. Les animaux sauvages, c'est toujours un danger parce que tu sais jamais. Mais quand tu sais manier, Mhm. t'as moins de soucis. Un serpent, par exemple, ça mange pas comme un chien ou un chat. Ok. Ça n'a pas besoin de manger toutes les 4, 5 heures, 6 heures pour se maintenir. Ok. Un serpent, ça va manger une fois par semaine. C'est tout? Tu mets une souris. Ok. Après, tu peux... Donc, ça dépend vraiment, c'est les pratiques. Il y a des gens qui aiment mettre des souris en vie pour garder un peu le côté sauvage. Donc, l'animal, il tue, tu vois, il sent. Et il y en a qui vont mettre des souris congelées, tu vois. Ok. Et plus ils grandissent... Par exemple, j'avais fait une vidéo où il y avait 9 pitons. Et... ouais. Tu vois, je pensais que t'avais vu cette vidéo. Tu vois, j'avais fait une vidéo, donc du coup, je voulais mettre plus. Hein. Moi, je voulais mettre le plus. Mais Déjà- là, t'es malade. J'avais- 9 pitons. Ouais, en fait, de base, j'avais vu sa vidéo sur YouTube. En fait, un mec, il s'est mis... Jay, il s'appelle. Et il s'est mis sur... C'est un il- dresseur, lui, non? Ouais. En fait, il a une sorte de zoo Oui. à Los Angeles. Oui, c'est bon, je vois qui c'est. Et il est rentré dans Ah, une dans cage avec les pitons. Et il y en avait un qui était agressif, qui l'attaquait. Donc c'est comme ça que moi, je l'ai vu de base. Et quand j'ai vu ça, je fais, mais moi, ça, c'est une activité pour moi, ça. Une activité. Genre, ouais. Une activité. Ah ouais, honnêtement, vivre avec le danger comme ça. Attends, mais t'as dit c'est une activité. c'est un truc pour moi. Et donc, Il est malade, ce mec. Et donc, du coup, j'ai dit, bah, vas-y, il faut qu'on se voit. Faudrait que je passe et tout. Donc, il a une sorte de zoo. Ouais. Donc, je suis allé là-bas, en fait. Ok. Et il m'a mis, donc, du coup, il a mis plein de reptiles dans un truc. Il y avait un espace, on s'est posé. Et il a posé tous les serpents. Moi, je me suis couché Sur d'abord. toi. Et après, ils sont venus un par un, ils les ont mis. Pap, sur moi. Pap. Il y en avait comme ça. Que des gros. Genre, ils font tous 2 mètres. Mais t'es un malade. Et genre, et moi, je voulais plus. Mais j'avais pas peur parce que dans tous les cas, en fait, ils sont dans un zoo. Ils ont tous mangé. Il n'y a pas vraiment. Après, il y en avait un qui a failli, qui était un peu grincheux, tu vois.
il en retirait, tu vois. Donc, mais en vérité, j'avais pas forcément peur. J'étais à l'aise en plus. En plus, tu vois, les animaux, ils sentent. Quand tu vois, t'es posé, t'es relax. Mec. Comme moi dans cette interview maintenant. Tu vois. Heureusement. Les animaux, tu vois, ils savent en fait et ils te calculent pas en fait. Non, mais dès qu'ils sentent la peur. Des pitons, on parle de pitons. C'est des profitants. Dès qu'un gros chien voit qu'un petit chien a peur, il va sauter dessus. Alors que si parfois le petit chien lui tue-tête, il va juste se laisser tranquille. Mais tu dis pas peut-être le piton est schizophrène, dès qu'il a pété l'épaule, il va t'attaquer? Non. Parce que vraiment, c'est plus dangereux pour moi de dealer avec des chiens, des chats. Non, pas des chiens, des chats. Okay. Tout ce qui est félin, ouais. C'est plus dangereux pour moi. Genre vraiment, quand je te parlais de lions, de tigres, en fait, ils ont besoin de manger tout le temps, déjà pour commencer. Donc tu peux, toi, avec lui chiller et pas te rendre compte qu'il s'en a appétit en train de monter. Mec, le serpent, je sais que j'ai au moins une semaine avant qu'il essaye de juste essayer de me mordre parce qu'il va pas forcément me choper. Mais voilà, c'est plus démocratisé. À Dubaï, tout le monde fait ça, donc personne ne dit rien. Ils auraient des serpents, tout le monde aurait dit ah vas-y c'est bon, les serpents c'est validé. T'es un ouf. Et moi dans ma tête tu restes un ouf, ça ne pourra rien y faire. Bref, comment dire, tu commences le basket à l'âge de 13 ans, tu m'as dit, c'est ça? 13 ans. Et en moins de 5 ans, tu te retrouves en NBA. Ouais. Donc tu signes en pro à 18 ans? Je commence à 13 et je pars à 20. Ok, t'arrives à Chalon à quel âge? T'arrives à Chalon à quel âge? À Cholet, j'arrive. À Cholet, pardon. Ouais, à Cholet, j'arrive, j'ai 16 ans. 16 ans? Ouais. Et tu signes en NBA à quel âge? 20. Attends, faut que tu m'expliques comment t'as fait là. Ton marabout, il est bon ou pas? Les gars, comment il faut que tu m'expliques là? Parce que là, on parle d'un mec. Bon marabout, ouais, parce que j'en aurais peut-être besoin. Attends, non mais en fait, je rentre, ouais, donc je commence, ouais, j'ai 13, 14, parce qu'en fait, je commence à 13. Okay. C'est là où j'apprends la première fois que je shoot un ballon de ma vie, je crois que j'ai 13 ans. D'accord. Sauf que, en même temps, je suis pompier. Ok. Jeune sapeur-pompier. Ouais. Donc c'est un programme de 13 à 16. Tu peux être jeune sapeur-pompier. Après, c'est en Guyane, hein? Ouais, en Guyane, mais en France, partout. Ok. Et donc c'est de 13 à 16. De 16 à 18, tu deviens volontaire. Et de 18, tu peux passer ton concours pour devenir professionnel. Okay. Moi, c'était ça le parcours de base que je voulais faire. Ok. Et du coup, c'est pour ça que le basket, je ne calcule pas au début. Même si je commence à 13 ans, je m'inscris à un club, mais j'y vais pas de l'année, je joue pas. C'est vraiment à 14 ans où je commence à prendre un peu plus au sérieux. En tout cas, je tente. Et on a un bon contact avec le centre de formation de Cholet via des contacts, via des cons, ils m'avaient vu. Et je me retrouve à aller là-bas, à aller tenter le camp d'été. Ok. Et de là, je reste. Je rentre plus. Ok. Tu vois, même pour ma mère, il y a eu une petite déchirure. Ouais. J'ai quand même mon frère, genre j'ai juste enchaîné, tu vois. Et... Il y a combien d'écart avec ton frère? 6 ans. Ok. Tu vois, Steve. Donc du coup, c'était un peu... À l'époque, moi, je pars quoi. C'est ça, quand je pars, j'ai 15 ans. Quand tu pars de la Guyane? Ouais, je pars de Guyane, j'ai 15 ans, j'arrive à Poitiers, j'ai 15 ans. Ok. 15-16, je suis à Poitiers. Et 16 jusqu'à 20, je suis à Cholet. D'accord. Et la NBA, quel âge? Et de 20 ans jusqu'à 27 ans. Moi, je sais pas comment tu as fait en moins de 5 ans de passer de Cholet à la NBA. Bah, il y a un fossé de ouf déjà. Il y a un énorme fossé parce qu'en vérité, c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends du recul et je me dis, mais moi, je peux pas l'expliquer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je peux pas vraiment l'expliquer. J'ai eu de la chance d'avoir de bonnes mains. Mon mental a peut-être fait la différence. J'ai toujours su ce que je voulais faire. J'étais prêt à bosser. Il y a un été 2007 où je t'ai dit je rentre et je bosse. Genre, je bosse. Genre, ça veut dire quoi? Je bosse, c'est vague quand tu dis je bosse. Ça veut dire que je rentre. Ça veut dire que je rentre le matin, je vais faire des footings sur la plage en Guyane. Donc je cours sur la plage avec mon père, il me fait courir, je fais des trucs. Et l'après-midi, vers 16, je prends ma bouteille d'eau congelée que j'avais déjà mis et je pars avec. Il fait chaud là-bas. Ouais, il fait chaud et je pars avec sur le terrain et je reste généralement jusqu'à 22, 23. J'arrive. Au début, je shootais. Donc, je shoot beaucoup. Il n'y a pas de filet, c'est relou. Tu vois, à chaque fois, en plus, c'est pas délimité. Donc, limite, t'as le terrain et autour, t'as plein d'herbes. Donc, du coup, la balle, parfois, elle part dans un truc. Donc, tu vas aller chercher, tu fais des trucs. Ouais. Donc, je faisais ça. Et après, tu vois, vers 19, j'arrivais. J'avais toujours une petite routine. J'arrivais, je m'arrêtais chez un pote. Après ça, je montais sur le terrain. Je faisais 2 heures de shoot, tu vois. Quand même. Et après, les mecs, ils arrivaient à 19h. Et après, ça jouait. Jusqu'à quelle heure? 22, je pense 22 et demi. Ok. Tu vois. Et donc, du coup, je faisais ça tout le temps. Ça joue dur ou ça joue comment? Non, à l'époque, pour moi, en fait, je débutais. Ok. Donc,
Ça jouait dur, évidemment, c'était dur. Il y a Ouais. des fois, c'était dur, surtout qu'il y avait des mecs qui jouaient en France, il y a des mecs qui rentraient, donc du coup, D'accord. ça jouait. Ok. Et non, au début, c'était dur. Ok. Mais en fait, moi, je cherchais à être à l'aise avec le ballon et être à l'aise tout court. Donc, même quand j'allais, par exemple, au terrain, aujourd'hui, il y a encore des gens qui me le disent et qui disent à mes parents, mais je me rappelle quand je voyais Kevin marcher sur le bord du terrain, bord de la route avec sa balle en train de dribbler avec la main gauche. Tu vois. Donc, Ouais. c'est des choses, une fois que j'ai commencé quelque chose, j'étais obsédé, que ce soit D'accord. les pompiers. Je suis allé jusqu'au bout, hein. J'ai mon diplôme de pompier. Ah, bien. Je Ah, pourrais ouais. encore aujourd'hui me présenter. Ah, ok. Donc, déjà, je suis allé jusqu'au bout de tout, en fait. Donc, D'accord. en tout cas, sur ces projets-là, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que c'est ça, c'est la mentalité. C'est ce que je te dis, quand tu programmes ton esprit, je pense que... À part vraiment si c'est ta programmation et c'est trop ambitieux, je pense que tu peux tout faire. Ah, mais comment tu la programmes? Est-ce que tu as eu les codes, toi, pour la programmer? Au début, j'avais pas forcément les codes, mais j'avais déjà le truc. C'est quoi le truc? Statiquement, genre juste ma façon de bosser. Genre j'ai toujours été... Quand j'ai commencé le sport, Ouais. je faisais du foot. Ok. De 7 à 13, avant de faire du basket, je faisais du foot. Ok. J'ai toujours été... Moi, ma mère, elle a jamais eu à me lever le matin à me dire Va au sport. va au sport, Kevin. Et pourtant, on commençait, on avait... C'est en Guanta, la vie, elle commence tôt. Ouais, ouais. Et à 6h55, 7h, on avait entraînement, tu vois. D'accord. À Sigini, je me rappelle, c'était près de chez moi. Mhm. Et j'étais toujours prêt, moi. Je me levais, alors que mon petit frère, on a toujours dû un peu le traîner. Et c'est là que je vois la différence de mentalité. Et je dis que j'ai toujours eu ce truc, en fait. J'ai toujours voulu bosser. J'étais toujours prêt à sacrifier. Et honnêtement, quitte à ne pas avoir de vie, Ouais. je me rappelle quand j'étais en centre de formation et que les autres, ils allaient au centre-ville et que nous, on devait rentrer, ça m'a jamais dérangé, en fait. Ok. Et après, quand je vois... C'est pour ça, aujourd'hui, tu vois, je dis aux jeunes, je dis, mais les mecs, tout le monde veut préserver sa vie quand il a entre 15 et 20 ans. Tout le monde veut sortir, aller en boîte. Je dis, les gars, c'est pas là le plus important. Mhm. Genre, c'est pas ça le plus important. Mhm. Moi, je le dis clairement, si on me propose de le refaire et que je dois sacrifier 10 fois Mhm. ma vie de 12 à 20 Mhm. pour avoir une vie incroyable de 20 à 34, Ouais. je le fais tous les jours. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, tu as vécu ça. Oui, j'ai vécu. Donc, mais tu peux savoir. Et c'est pour ça que je dis aux mecs, à chaque fois, je leur dis, les gars, ça vaut le coup. Quand vous êtes là à pas vouloir bosser, à certains d'entre eux, des basketteurs qui me disent qu'ils veulent aller en NBA, je leur dis, les gars, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de bosser. Ça vaut le coup. Au bout d'un moment, si vous savez pas quoi faire, trouvez quelqu'un. T'es coach. Mhm. Trouvez un coach. Mhm. Allez bosser. Ça vaut le coup. Parce que quand vous traversez l'Atlantique Mhm. et que vous voulez vraiment atteindre ce but qui est la NBA, Mhm. ça vaut le coup. Et si à un moment, vous voulez préserver votre petite vie, c'est que vous n'êtes pas prêt à aller en NBA. Mais tu dis ça vaut le coup sur quoi? Tu parles en termes financiers, en termes d'expérience, en termes de quoi? En termes de sacrifice. C'est les choses qui nous coûtent le plus. L'argent, ça part, ça vient. Mhm. En termes de sacrifice, il y a les moments de temps, les moments présents, les moments où tu passes pas où tu es à l'école toute la journée, tu as un moment où tu t'entraînes, il y a des choses. Moi, j'allais le midi. La cafette, je l'ai pas fait toutes mes années scolaires, mais l'année en tout cas où je voulais progresser et quand je suis arrivé à Cholet pour rattraper le retard que j'avais par rapport aux autres, le midi, mon coach venait me chercher, j'allais m'entraîner le midi. Et j'ai jamais râlé, tu vois. Combien de temps? Toute l'année, on l'a fait. Non, mais combien de temps d'entraînement? On faisait 45 minutes. C'est bien. Donc, je venais, je finissais, généralement midi. Ouais. Parfois, je finissais à 11h. Ouais. Il venait me chercher, j'allais à Cafette. Je mangeais vite fait, je prenais des trucs. Et j'allais à la mairie, tu vois. Ok. Et on allait, on s'entraînait et après, il me redéposait juste avant 14h. C'est bien gris. Tu vois, mais c'est des choses, en fait, c'est sacrifice. Et tu vois, même, tu connais Vaf. Ouais, Donc, Vaf, très bien. Vaf, tu poses des questions, il va te dire, mais ça, c'est au niveau des sacrifices. Parce que beaucoup de jeunes veulent pas aujourd'hui sacrifier les choses. Ils veulent pas, tout le monde veut avoir les choses vite alors que il faut prendre du temps. Toi-même, tu sais, Ouais, bien t'as sûr. ton projet, t'as la salle, Ouais. t'as tout. Ouais. Ça prend du temps et il y Bien a sûr. des sacrifices à faire. Et parfois, les gens, on n'est pas en phase et les gens comprennent pas pourquoi. Mais en vérité, je leur dis, les gars, faites des sacrifices. Quand pour quelque chose qui vaut le coup. Ouais, Pas bien faire sûr. un sacrifice. Pour en faire, juste pour en faire. Voilà, tu vois, parce que t'as été un bon joueur départemental toute ta vie. Non, Ouais. je parle pas. Je parle de vrais sacrifices, de vrais trucs. Et en fait, moi, j'ai dû faire le sacrifice de m'éloigner de ma famille. À 14 ans, Ouais. vous vous rendez pas compte, mais ça reste brutal pour beaucoup de jeunes. Si c'est pas dans le sport, ça existe pas. À 14 ans, ta fille, ton fils qui se barre de chez toi. Grave. Non, mais c'est vrai. ça existe pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est Tu vrai. vois, bah. Non, c'est vrai. Donc tu te dis, c'est des choses où c'est assez. Même quand ils partent en université, les parents ils sont des. Oh putain, oh, putain, Ouais. Tu vois, alors que moi, je suis parti à 14 ans. À 15 ans, et j'avais même pas. C'était pas prévu. Alors je suis juste parti faire un camp de basket et. Maintenant, t'envoies ton fils, on te dit, ah ben vas-y, il veut faire un camp, il part, et puis. Il revient pas en plus. Il revient pas.
Et tu vois, encore, t'es en France, tu vas peut-être prendre ton train, tu vas aller le voir. Ouais, ou ta voiture. On est en Guyane, donc prendre un billet d'avion à chaque fois, Guyane-France. C'est un budget. Hein. C'est un budget, tu vois. Donc, du coup, au début, ma mère, la première année, je ne l'avais pas vue. Elle est venue me voir dans l'année, vers la fin de l'année, mais ils n'ont pas pu venir tout de suite, tu vois. Ah ouais? Non, ouais. À Poitiers, ils sont pas venus tout de suite. Ils sont venus m'installer. Ouais. Mais ils pouvaient pas prendre 15 000 billets dans l'année. Donc, dans tous les cas, elle travaille, le truc. Donc, elle m'a installé, ils sont venus avec moi. Et après, pendant l'année, j'étais livré à moi-même et ils sont venus en fin d'année. Après, à Cholet, ils sont venus plus souvent parce que Cholet nous donnait des billets d'avion. Ok, cool. Ouais. Mais comment tu te programmes en tant qu'enfant à ce moment-là, justement, vu que tu n'as plus le repère de tes parents? Comment tu te programmes à ton objectif? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Après, comme je te dis, il y a des choses à ce moment-là, c'était inconscient. Tu vois, j'ai pas envie de faire le mec, depuis petit, je suis une machine. Hein. Non, c'était inconscient, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ces et au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai récupéré des outils, je parlais, j'étais une éponge, je posais beaucoup de questions aux gens. J'avais vraiment envie de savoir, tu vois, sur comment progresser surtout. D'accord. Tu vois, comment avancer. J'écoutais mes vétérans qui me parlaient de mes appuis, qui me disaient que si tu maîtrises tes pieds dans le basket, tu maîtrises la plupart des choses. Tu vois, beaucoup de gens, toi qui es en prépa physique, pourras me le confirmer, mais beaucoup de mecs n'arrivent pas à sauter ou atteindre le maximum de ce qu'ils pourraient faire, juste parce que parfois leurs appuis, ils savent même pas placer leurs pieds, comment sauter. Vrai. Non, c'est vrai. Et ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de détente. C'est juste une question de technique, tu vois. Ouais, c'est comme la course, le saut en hauteur, le saut en longueur, tout ce que tu fais, tu vois. Et à partir de là, tu vois, j'avais déjà fait du foot, donc j'avais déjà au niveau pied, donc j'ai commencé à me concentrer sur ça. D'accord. L'entraînement, que ce soit même m'entraîner sur des choses, toujours avoir le basket dans ma tête, pas que ça devienne toxique, mais je dis toujours, non, t'as pas besoin d'un panier de basket pour t'entraîner, tu vois. La forme, un truc, avoir déjà juste un ballon dans ta main, pour moi, t'as déjà fait 50% du taf. Ouais. Avoir un ballon, parce que tu joues avec un accessoire. Il y a des sports où on joue avec notre corps. La boxe, c'est ton corps, c'est comment tu bouges. Mais il y a différents sports comme le tennis où tu as une raquette. Ouais. Tu as un ballon. Ouais. Tu as 2 accessoires en plus. Le basket, on a un seul. Tu as juste un ballon dans ta main. Et arriver déjà, même toi, être dans l'espace sans personne à maîtriser ce ballon, tu vas le voir. Je vais donner la balle à quelqu'un, je vais dire, vas-y, marche 200 mètres avec le ballon. Il est capable de perdre la balle 3 fois. Bien sûr. Alors qu'il n'y a rien sur son chemin. Grave. Il a juste à dribbler, à faire rebondir un ballon, en fait. Et tu te dis... donc c'est des choses comme ça aujourd'hui, se concentrer et se dire que même quand, par exemple, si toi tu étais dans un espace blanc avec rien du tout autour, comme on voyait à l'époque Jamel, tout ça, comme des trucs, comment tu débrouillerais avec un ballon, tu vois. Sur ça, parfois, quand je vois certains mecs qui sont pas forts en attaque ou truc, je me dis putain, mesquine. Même après sa retraite, t'imagines certains mecs, tu vas jouer avec ton fils et tu veux essayer de l'impressionner et tu chutes. Tu vois, je veux dire, genre. C'est une dinguerie. Tu vois, c'est des choses, je me dis, mais c'est des choses, je dis, mais moi, sur ça, je fais pas. Moi, aujourd'hui, je suis content d'aller avec mon fils et que mon fils, il me voit shooter. Il voit son père mettre 3 points d'affilée, il est là. Ouais, mon père, il est chaud. Tu vois, c'est important pour moi. Je veux pas me dire que il est là, il me regarde balancer. Je suis là, regarde comment on fait. Ah, boum, ah, boum, ah, boum. Putain, il y a du vent, hein. Je suis méga relou. Donc, c'est tous ces trucs-là, tu vois. Donc, moi, en tout cas, travailler sur ça et c'est se mettre dans un état d'esprit. Je pense que déjà, petit, t'auras pas forcément tous les accessoires, tous les outils pour... Mentalement, c'est des choses. La plupart d'entre nous, même à 80 ans, on n'aura pas compris tout notre cerveau et comment ça fonctionne, comment on fonctionne. On va faire les mêmes erreurs. Donc. Mais en tout cas, déjà petit, c'est bosser. Et si vous avez envie de bosser, vous savez pas comment bosser, trouvez quelqu'un. Trouvez un conseil qui vous accompagne. Demandez à quelqu'un autour de vous. Demandez à vos parents de vous trouver. Est-ce qu'ils connaissent En fait, trouve un truc. Et moi, le nombre de parents, par exemple, qui m'ont contacté ces dernières années pour aider leurs jeunes pour truc, tu vois, et moi j'ai toujours respecté. Quand à chaque fois il y en a plein, et que ce soit, il y a un très bon pote à moi, Yannick, et je respecte parce qu'il fait tellement de choses pour ses fils. Ok. Parce que j'ai aussi vu, en faisant un camp d'été en Guyane, j'ai aussi vu beaucoup de jeunes pas partir parce que les parents, ils bloquent. Ah, sérieux? Ouais. Pourtant les mecs ils sont bons? Ils sont bons. Mais en fait, les parents, c'est pas tout le monde qui est prêt à laisser partir son fils ou sa fille n'importe où, en fait. Tu vois, donc il y en a... Il y en a, tu leur dis, il faut aller à Toulon, ils sont là. Ouais, quand même, Toulon, c'est loin, c'est chaud, le budget, c'est chaud. Et j'ai vu pas mal de parents bloquer leurs enfants. C'est incroyable, ça. Pour moi, je savais même pas que ça existait. Et pourtant, ça existe, tu vois. C'est une dinguerie. Et t'as ce type de parents-là. T'as des parents qui vont suivre leur enfant et qui vont être là. Et comme t'en as aussi qui
s'en foutent totalement. Donc, en fait, il n'y a pas de suivi du tout, tu vois. Et plus généralement tu rentres dans ça, plus c'est aussi dur pour des enfants de se construire. De se construire et d'avancer, et en tout cas de faire les carrières qu'ils méritent, tu vois. Dis-moi, comment vous avez construit la hype autour de toi sur ton année prospect NBA pour que tu puisses aller en NBA? Bah, tout commence. Sachant que je crois que tu jouais pas beaucoup déjà à l'époque. Quoi, tu parles de quand? Avant que tu te fasses drafter. Ouais, quand je me fasse drafter, non, Ouais. bah, à ce moment-là, j'avais enchaîné pas mal de choses. Ok. Donc déjà, ça a commencé déjà, avec les performances. Comme je te disais, Bouna, il peut pas vendre du vent. Ouais. Bouna Njai, c'est mon agent. Il peut pas vendre du vent. Ouais. Ça veut dire que déjà, la première chose à faire, c'est que le produit, il faut que lui-même, déjà, il faut que moi, je sois bon sur le terrain. C'est comme tout, hein. Je peux pas... Quel que soit dans une carrière, il y a des moments où je jouais pas, ben... Même mon équipe marketing, rien à faire vraiment, tu vois, tu peux créer des trucs, mais en vérité, le basket, c'est assez concret. Il y a des stats, il y a des trucs, tout le monde peut vérifier. T'auras seulement une hype si tu joues et tu fais tu performes, ou à part si vraiment tu as un charisme ou tu as un truc à côté qui est une personnalité différente qui fait rire les gens, voilà, tu vois. Ouais. Mais au début, c'est comme ça. Donc, quand nous, on a commencé... Vous avez mis un plan en place? Il n'y avait pas de plan parce que ça arrivait vite. Et c'est même, ça a surpris, parce qu'en fait, quand je les rends... En fait, moi, je joue mon premier match en espoir en 2000... c'est justement, quand je reviens de 2007, j'ai taffé. Je joue mon premier match à Paris-Levallois. Ok. Tu vois, à l'époque, il y avait Andrew Albici, il y avait tous les gars là-bas. Et on joue contre eux. Et à ce match-là, genre, je fais 24 points, 13 rebonds. Ok. Et je commence à taffer. Ok. Genre, je commence à taffer. Vraiment, c'est après l'été, je commence à être à l'aise avec le ballon. Et en fait, à ce match-là, il y avait mon futur agent, déjà, il y avait Jérémy. Ok. Medjana. Ok. Il y avait un mec de Nike, il y avait différentes marques. Donc, du coup, tout le monde m'a vu. Donc, à partir de là, sur ce moment-là, j'ai pas truc. Et j'ai eu de la chance aussi d'être à Cholet avec Nando Docolo, Rodrigue Beaubois. Qui, eux, ramenaient aussi des scouts. Ok. Donc, du coup, il y a tous ces petits facteurs qui fait que moi, c'est vrai que je suis pas parti de loin. D'une équipe de hier Toulon dans le truc, tu vois, mais je suis parti de Guyane. Tu vois, donc, j'ai dû quand même chaque année passer des étapes pour prendre l'avion pour traverser l'Atlantique, tu vois. Mais après, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à taffer, ça allait assez vite, et après, en fait, j'ai enchaîné, donc j'étais bon, en fait, sur le terrain. Donc, à partir du moment que le jeune est bon, t'as pas besoin, il n'y a pas anguille sous roche, t'as pas besoin de tremper, t'as pas... Non, en fait, tu vends... mais quand tu le vends au States, c'est comment t'expliquer? Au début, j'étais bon, donc quand lui, il va au vent... Je sais pas exactement quand il va vendre au States, comment ça se passe, mais oui, mon nom commençait à monter, en espoir, je taffais. Après, je suis parti en équipe de France, j'ai fait le NACUP Summit. NACUP Summit, c'est là où ça m'a vraiment dit... C'est là où les Américains m'ont découvert. Ok, voilà. Il y avait un facteur quand même. Voilà, je suis parti à Portland. C'était à Portland, donc chaque année. Et c'est là que les Américains me découvrent, en fait, où ils se disent... C'est qui, lui? C'est qui? Ok. Et tu vois, mon surnom là-bas, c'était Animal. Ah ouais? Pourquoi? Quand je suis arrivé, j'étais athlétique. T'avais un python dans le coffre, c'est ça? Ou caché le sac? Non, j'étais super athlétique, tu vois. Super athlétique, agressif, costaud, quand envie de truc, j'avais de bonnes mains. Ok. Quelle taille à cette époque-là? Je pense que je faisais déjà 2m04, 2m5. Ok. Je pense, c'est déjà ma taille, je pense. Combien en poids? 100... T'étais plus léger? Ouais, 113, 114. Ok. Donc je sautais, mais même à 130, je passais des riders, je passais des moulins. Ah ouais? Ouais, après ça, tu demandes à Vaf. Il peut te le dire, tu vois. Mais donc déjà, je faisais tout ça, même en NBA, je passais des moulins, je faisais des trucs. Et donc du coup, c'était ça, en fait, toute la semaine, j'étais avec Edwin Jackson. Ok. Et toute la semaine, on a taffé. Et en fait, ouais, c'est là qu'ils m'ont découvert. Je suis arrivé un peu, tu vois, d'ailleurs je te parlais de Victor et de Bilal, tu vois, je suis arrivé un peu dans le rôle de Bilal. Parce que Edwin, lui, il avait déjà toute la hype, tout le monde parlait de lui, tout le monde le connaissait, il parlait anglais. Ok, il avait de la personnalité qu'elle avait, donc du coup, quand même il est arrivé, moi je parlais pas du tout anglais. Ok. Tout le monde s'est rabattu sur lui et il parlait toute la semaine, si tu regardes même là, c'est lui qui a fait toutes les interviews toute la semaine, tu vois. D'accord. Moi j'ai rarement parlé, ok, parce que je parlais pas anglais et que, tu vois, je comprenais pas tout comme lui, parce que lui, ça fait depuis qu'il est petit, il est dans le basket, tu vois. Mais en plus, son père, il est américain, je crois, non? Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, derrière, et au match, après le match, donc, du coup, on a gagné, je fais une bonne perf. C'est là que j'ai su que je pouvais aller en NBA.
Et cette année-là, il m'avait proposé d'aller à la draft tout de suite. Et t'as refusé? Ouais, parce Pourquoi? que j'étais en espoir l'année d'avant et que j'avais pas encore joué avec les pros et que j'avais chaud. Je dis clairement, j'avais chaud. Ah ouais? Je dis, ouais, les gars, je sors du niveau espoir. Même Bilal a fait un passage avec les pros, tu vois. Ouais. Genre, tu peux pas juste partir du niveau espoir et sauter et aller en NBA. Genre, Tu penses que ça aurait été un échec? à ce moment-là, ça avait juste pas l'air d'être la bonne décision, tu vois. Et je pense que j'ai bien fait d'attendre, tu vois. 1 an, je suis resté, j'ai pu m'affirmer, prendre confiance avec les pros à Cholet. Et arriver à la draft, bon, j'étais blessé, mais en tout cas, arriver en NBA, tu vas me donner des chances. Peut-être que j'arrive 1 an plus tôt, bon, peut-être que ça marche aussi, tu vois, je sais pas, mais au final, à ce moment-là, c'est la décision qu'on avait prise. Et au final, non, je regrette pas, c'est bien, tu vois. Pour un jeune qui va aller en NBA, il doit miser sur quoi? Les stats, intangible, faut qu'il soit titulaire en pro. C'est quoi qui fait que il va pouvoir dire ouais, là je peux aller en NBA ou je vais aller en NBA? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer ça, mais je pense qu'on va mettre les choses au clair. On est là pour ça. Si t'as 22 ans, ouais. Si t'as passé 21 ans, 22 ans, ouais. et que t'es pas dans une équipe pro, ouais. Arrêtez de me parler d'NBA, les gars. Sérieux? Ouais. Pourquoi? Je pense sincèrement. Mais pourquoi? Parce que, genre, la plupart des jeunes qui vont en NBA, tu le vois encore cette année. Là, plus on arrive et... Plus ils sont jeunes. Plus ils sont jeunes, en fait. Ouais, c'est vrai. Et à un certain moment, à 21 ans, si t'as loupé le coche, t'as loupé le coche. Et je dis ça parce que j'ai beaucoup de joueurs que j'ai vus passer 21 ans, 22 ans, qui me parlent d'NBA et qui rêvent d'NBA. Et j'ose pas leur dire que c'est chaud. Mais c'est chaud. Attends, c'est chaud. Ils peuvent pas y aller ou c'est chaud? Ils peuvent pas. C'est plus compliqué. Pour moi, ils peuvent pas. Si t'es pas dans une équipe professionnelle, tu ne peux pas. Comment tu fais ça? Donc un mec qui est en N2, qui a pour projet d'aller en NBA à 25 ans, c'est impossible pour toi. Pour moi, c'est impossible. L'écart est trop important. Même en passant par la Summer League. En Pro B, on l'a vu. En Pro B, tu peux. Pour moi, de la Pro B, tu peux faire de la Pro B. Mais si t'es pas dans un cadre pro, il n'y a pas moyen que... Comment t'accèdes? C'est comme me dire que, je sais pas, moi, tu t'as jamais géré une entreprise et d'un coup, tu viens, tu gères TF1. Je sais pas, moi, parce que c'est genre, je me dis, mais attends, mais ça sort d'où, ça? Il a dit TF1. Il a dit TF1. Il a pas dit, genre, Canal+, TF1. Non, mais tu vois, bah, c'est inné. C'est inné, c'est comment? T'es talentueux comme ça? C'est quoi ton truc? Et encore une fois, pourquoi, si t'es aussi bon, pourquoi t'es à ce niveau-là à 22 ans? Mais peut-être la visibilité. Non, mais gros, tous les gars, encore une fois, moi tous les jeunes qui sont dans le milieu, aujourd'hui, je les vois tous. Je vois qui sont tous. Ça fait moi, en tout cas, je suis de 89. Ouais. J'ai fait 11 ans pro. Là, j'ai arrêté. Donc là, ça fait un total de... Maintenant, là, ça fait 4 ans, donc 15 ans. En 15 ans, j'ai pas vu de mec sortir de la N2 ou de la N1 et partir en NBA après 21 ans. Ah ouais? J'ai pas vu. Qui bah, donnez-moi un nom je sais pas, je te demande justement. Et s'il y en a, bah, mettez-les dans les commentaires. Mettez-les dans les commentaires. Il est relou, ce mec, putain de merde, c'est pas possible, il est grave relou. Non, mais tu vois, en fait, c'est pas tailler personne ou dire c'est une vérité. C'est juste que il y a un certain format. Même Bilal, l'année dernière, il arrive avec les pros, il a 18 ans. Tu vois, mais il est déjà dans le cadre, en fait, parce qu'il y a un cursus. Quand les mecs de la NBA viennent, ce qui est normal, ils vont aller dans toutes les ligues, ils vont regarder les mecs, ils vont se dire, bon, on regarde les mecs de la première division. Au pire, par bouche à oreille, tu peux aller dans la deuxième division voir un jeune s'il est vraiment intéressant. Ouais. Mais il n'y a aucun club NBA qui va chercher en 3e, 4e, 5e division. Tu vois, et c'est pour ça que c'est à toi de tisser à ce niveau. Ouais. C'est pas de ma faute à moi. Si un mec a 22 ans, 23 ans, il n'est pas au niveau où il devrait être. J'ai rien à voir avec ça. Tu vois, je peux juste lui dire la vérité que passer ce niveau, plus tu avances dans l'âge, plus c'est difficile. Et c'est aussi simple que ça. Entre difficile et impossible, il y a un fossé quand même. Je suis totalement d'accord. Mais pour moi, c'est la NBA en fait. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là, sans passer par draft, qui sont arrivés à NBA. Ils ont fait de grandes carrières. Ben Wallace. T'as bien dit, c'est des Américains. Oui. Tu vois toi des Français sortir et aller voler des places comme ça et pas le mériter? Sache qu'aujourd'hui... Moi je vois pas parce que vu que toi t'as été là-bas, tu connais comment... Sache qu'aujourd'hui tous les Français qui sont là-bas, qui jouent en D-League, qui jouent en NBA, il faut prendre la place d'un Américain. Ok. Quand t'arrives,
Il y a qu'en France où les Américains viennent et ils prennent la place des Français. Ouais. Là-bas, c'est pas comme ça. Ok. Si t'es à la place d'un Américain, c'est que t'es plus fort qu'un Américain. Ok. Quel que soit. Hein. Si t'es là, tu mérites ta place. Sinon, tu le vois, il y en a, même la NBA. Il y a des mecs qui sont dans le cursus. Un Théo Malédan qui essaye de trucs. Et Franck, c'est des mecs qui sont dans le cursus depuis petits. Il y a des centres de formation. Au bout d'un moment, tu peux pas juste faire n'importe quoi et sauter les étapes. Et même les clubs, en fait, c'est pas ce qu'ils recherchent. On cherche des trucs solides sur le temps. Et en fait, tu te rends compte que les mecs, oui, il y a un cursus qu'ils suivent. Et à un moment, tu vas. Là, ils ont commencé, aux États-Unis, ils ont un peu commencé à casser ce cursus avec la Melo Ball qui était parti en Australie. Ouais. Et du coup, c'était pas des joueurs d'high school, il était dans une autre ligue. Ouais. Et ça a foutu le bordel, tout le monde était là, ouais, mais est-ce que pour la draft, c'est passé? Ouais. Mais il est bon quand même. Il est bon, il est très bon. Ouais. Il est très bon. Il est très mais fort. son père a fait un truc de marketing, il y avait tout un bordel son nom, tu vois. Ouais. Mais c'est très rare. Voir un joueur aujourd'hui de 21 ans, 22 ans, si t'arrives, et encore une fois, si t'es en N2 à 21 ans et tu mets 40 points par match, c'est encore différent. Mais je parle des mecs qui jouent et qui sont pas forcément titulaires ou qui ont encore plein de lacunes. Comment tu veux pouvoir aller jouer en NBA? T'as même pas. Il faut que pour moi, tous les joueurs NBA, à toutes les étapes, ils ont taffé. Ça veut dire que même qu'on soit d'accord ou pas, je peux parler de joueurs non NBA. Je peux parler de trucs. Qu'on soit d'accord ou pas, partout où tu passes, t'as taffé. T'as fait quelque chose pour passer à un autre niveau. Généralement, tu le vois, si les mecs taffent pas assez, ils passent pas à une autre étape. Ouais. Ils vont rester là, l'année d'après, ils seront au même club, ils vont faire leur truc, jusqu'à, et puis peut-être ça va soit ils vont re-signer avec ce club, soit ils vont partir dans un autre club. Ouais. Mais et que tu le vois, Mustapha, Mathias, Gershon, Poirier, et à un moment, ils ont tous dû taffer pour passer un step de plus et partir en Euroleague faire des choses. Mathias était à Monaco, il taffait. Gershon, son parcours, que ce soit la Chine, Boston, il a fait son parcours. Mustapha, aujourd'hui, tu dis que tout le monde a dû faire quelque chose pour passer un palier, en fait. Et que passer un certain âge, ça devient compliqué. Vincent, il est parti tard en Euroleague, Vincent Poirier. Ouais, mais il est passé par l'NBA d'abord. Voilà. Non, il est d'abord parti en Euroleague. Ouais, après il est passé en NBA, c'est vrai. À Valence, je crois. Il est arrivé à Baskonia, à Victoria, ouais. Au même moment que moi, je suis arrivé à Barcelone. Ok. Parce qu'on était ensemble en équipe de France en 2017. Ok, d'accord. Tu vois. Et je lui ai dit en plus à Vincent, j'ai dit, si dans 2 ans, t'es pas en NBA, gros, c'est un échec. Et il était en NBA. Parce qu'il y avait un potentiel, le mec. Sauf qu'il a pas joué après, bon. Les choses, encore une fois, je vais vous expliquer, c'est pas... J'estime pas que c'est les meilleurs en NBA qui jouent tout le temps. C'est une question de politique. Ouais, on en a parlé tout à l'heure déjà. Voilà, donc tu vois, Vincent, c'est clairement un des cas, tu vois, où moi je pense que oui, la politique a pas joué en sa faveur. Alors quand tu dis politique, c'est quoi politique pour toi? De la politique dans le sens où c'est pas basé, c'est pas objectif. Ça veut dire que c'est pas le plus fort sur le terrain. C'est je t'aime bien, ok, tu joues plus. Ah, on a le même agent, ok, tu joues plus. Ok. Ah si, ok. Ah, toi t'es plus. Avec toi je peux faire plus d'argent, ok, tu joues. À aucun moment on parle de basket. Est-ce que lui il est vraiment capable de te foutre 25 points tous les soirs? Tu vois? À aucun moment il parle de basket en fait. En fait, quand t'arrives, comme je t'ai dit, les starters, on sait. Ils sont placés, la plupart d'entre eux, les starters sont forts. Il y a rien à dire. Quand tu rentres après, c'est des préférences. Ah ouais? Je le sais. Quoi, tu parles sur le banc? Ouais, sur le banc. 6e homme, 8e homme, c'est que des préférences. C'est des trucs, soit des stratégies, soit des préférences, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des clubs, ça dépend du JM, comment il gère son club. Mais moi, il y a des fois où je me posais des questions et après, je te dis, j'ai appris que le coach avait le même agent que le joueur. Tu vois, j'évite de mettre des noms pour pas lancer des trucs, mais plusieurs fois, je me suis posé des questions et plusieurs fois, voilà, un Américain, tu dis, je me suis déjà posé la question si parce que j'étais français, je jouais moins. Parce que du coup, tu vois, faire jouer un Français plus qu'un Américain alors qu'ils ont peut-être le même niveau, ça n'a peut-être pas de sens en fait pour eux. Donc, tu vois, donc il y a plein de choses, je me suis posé plein de questions. Tu vois, tu cherches des réponses. C'est ouf. Mais en tout cas, oui, il y a de la politique et c'est pas juste les meilleurs joueurs qui jouent. Ça, c'est pas vrai. Moi, au début, c'est ce que je pensais. C'est pour ça que je parlais tout le temps de basket. J'étais toujours concentré sur ça. Je disais, mais regarde, je taffe à l'entraînement. Je vais faire des 200 entraînements d'affilée où je leur botte le cul tous les jours. Ça change rien à la vie. Rien du tout. Quand t'arrives plusieurs fois, moi, il y a des saisons où j'étais à Washington, où je taffais. Genre, les mecs, le matin, ça leur cassait les couilles de venir jouer contre moi. Ah ouais? Genre, ouais.
C'était chaud. Je t'avais fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je leur mettais. En plus, je suis insolent, j'ai jamais audacieux. Je vais tenter de partir. Je vais faire un pas après les lancer, je vais essayer de décoller. Et genre, je m'en foutais. Non, mais franchement, tu vois. Et donc, du coup, quand j'arrive à ça, et j'ai des bonnes mains. Donc, mais où mon shoot, je me démerdais, en fait, tu vois. Et les mecs. Bah, devant moi, j'avais Néné à 12 millions, j'avais Gortat à 13, j'avais Mika Okafor aussi qui prenait dans les mêmes eaux. Tu passes jamais devant ces gars-là. T'as beau faire ce que tu veux. Moi, au début, je le pensais. J'ai toujours, et heureusement que j'ai cette mentalité à l'époque pour tout faire. Je passe pas devant eux. Quoi qu'il arrive, parce que le plan est comme ça. Nous, quand on arrive à New York, devant nous, on a Robin Lopez, un des deux jumeaux. Ouais. Ça a été dit dès le début. Robin est intouchable. Carrément. Vous battez entre vous sur la deuxième place, la troisième place. La première, inaccessible. Laissez-la tranquille. Robin, on ne le sortira pas du game plan. On le sortira pas du 5 de l'année. Il restera le titulaire toute l'année, ça sera comme ça. Quoi qu'il fasse. Mais attends, mais comment tu veux chercher à progresser quand tu t'entends ça? Non, mais tu serais surpris. Hein. Il y a beaucoup de résilience dans le sport. Hein. Beaucoup de mecs, les mecs, ils savent, ils acceptent. Hein. C'est comme ça, en fait. On sait, moi, quand je vais à Indiana, je sais que Paul George, c'est le boss. Et je le sais même avant d'y aller. Quand je signe, je sais. Oui, genre. Mais tu sais que c'est le boss, mais il n'est pas à ton poste. Non, il n'est pas à mon poste. Mais quand je sais que j'arrive aussi, il y a Al Jefferson, je sais aussi qu'il est devant moi, je sais qu'il prend 12 millions. Ouais, mais ils vont pas jouer avec un intérieur s'ils te signent. Non, ils jouent pas qu'avec un intérieur, mais après, on a une rotation. Quand nous, on arrive, à l'intérieur, on a Miles Turner, Lavoy Allen, Al Jefferson, il y a moi, il y a Rakim Christmas, on a George Young, on a pas mal de gens. Ça fait 6 ou 7 même poste. Ouais. On est c'est quoi l'intérêt? 4-5, tu vois. Ouais, mais c'est quoi l'intérêt? Bah, c'est juste la rotation intérieure, tu vois, c'est comme Mustapha. Cette année, à la compétition d'équipe de France, ils avaient un sac. Ils avaient leur truc avec Mustapha. Il y avait Mustapha, Poirier, Gobert, Garchen. Ouais, le sort. Ouais, tu vois, ouais. Et c'est ça, c'est comme d'hab. Au niveau des big men, dans l'équipe, en tout cas, tu as toujours 5 à 6 big men. Je trouvais même qu'ils n'avaient pas assez. Parce que la preuve, il y a eu des blessés, ils ont commencé un peu à... tu vois, ouf. Ça a commencé un peu à trembler, tu vois. Donc non, on avait ça, en fait, mais... Tu le sais. Moi, aujourd'hui, on est pro, après, au bout d'un moment. T'es plus juste dans le... Tu sais, quand tu vas dans une équipe, ton agent, tu calcules, tu regardes l'équipe, tu regardes... Est-ce que déjà, au niveau contrat, est-ce que tous les intérieurs sont... Enfin, il y en a, ils sont tous en fin de contrat, donc tu sais que tu peux arriver à avoir peut-être une nouvelle opportunité, parce que dans tous les cas, il y a plein de gars qui vont partir. Est-ce que tous les gars ont signé et sur 5 ans, ils vont tous être là? Donc du coup, si j'arrive, je dois me mettre avec 7 gars et me battre tous les jours pour ma place. On sait déjà, donc c'est une analyse, c'est des choses que tu fais avant d'aller dans un club, tu vois. C'est chaud. Ouais, mais vu que généralement, c'est pas toi qui décides d'aller dans ce club-là. Bah si. Bah après, en fait, ils viennent, ils proposent. Moi, quand je vais à New York, c'est moi qui... au moment où je vais à New York... c'est pas toi qui décides. Pacers? Oui, je décide. En fait, je décide d'aller aux Pacers. Non, c'est une opportunité que j'ai. Je la prends. Ouais. À New York, je décide d'aller à New York. Toi qui dis je vais aller à New York. Ouais. Et tu fais tout pour y aller ou comment ça se passe? Bah en fait, à ce moment-là, j'étais pas avec Bouna, j'étais avec l'agent de LeBron. Okay. Rich. J'ai eu deux agents seulement dans ma vie. D'accord. J'étais avec Bouna au début. Après, il y a un moment, on s'est séparés. Je suis parti du coup avec l'agent de LeBron, Rich. Ok. Et quand j'étais avec Rich, en fait, et j'ai au téléphone, il y a New York qui nous appelle et qui nous dit qu'ils veulent nous signer. Okay. À ce moment-là, tu as les Los Angeles Lakers qui veulent aussi nous signer. Okay. J'ai Portland, j'ai Dallas. Et la seule différence qui a joué avec tous, c'est que New York avait vraiment envie de me signer. Ok. Comment tu l'as su? C'est quoi la différence qu'ils ont mis sur la table? Sans m'appeler. J'ai parlé à tous les membres du staff avant, tu vois, d'y arriver, tu vois. Ok. Et c'est juste ça, en fait. Alors que Los Angeles, en fait, par exemple, les Lakers, ils ont mis le contrat là, ils ont dit, bon, s'il veut, il le prend, s'il veut, il laisse. Ah non, non, c'est comme ça, il n'y a pas de... Aussi froid que ça. Ouais, c'est comme ça. Il dit le contrat là, s'il veut, il le prend, s'il veut, il le prend pas. Et genre, ils vont te dire, bah, t'as 10 jours pour donner une réponse. Tu vois, bah, genre un truc comme ça, tu vois. Dans l'autre cas, avec Rich, c'est comme ça qu'ils avaient procédé, tu vois. Avec Bouna, ça a jamais... C'est différent.
Mais Creed, c'est comme ça qu'ils avaient dit. Et c'est sûrement encore une fois par rapport à moi. Donc, parce que c'était moi. Ouais. C'était LeBron, ou c'était pas la même chose. Tout le monde l'appelle. Voilà, Ouais. tu appelles, tu envoies un chauffeur, tu envoies tout. Tu fais tout, tu vois. Donc, à ce moment-là, ouais, ils ont fait ça. Ok, s'il veut, il est là. S'il veut pas, on s'en fout. On s'en fout, on prendra un autre joueur. Tu vois. Alors que New York, ils nous ont dit, nous, on a ça et on te veut absolument. C'est n'importe où, tu vois. C'est pas la même chose. Même un local, tu cherches un local, t'as un proprio qui est là, bon, c'est là, mais bon, j'ai 3 autres personnes sur le dossier, et t'as l'autre qui dit, écoute, moi je te mets bien, je te mets un prix, je t'aménage ça, bah, tu vas. Ouais, je comprends. À part si vraiment la différence d'espace est flagrante, tu vas dire, bon, je vais pas aller là non plus. Ouais, de ouf. À quel moment t'as su que t'étais en NBA? C'était à la draft, à la Summer League ou pendant la saison NBA? Où t'as réalisé vraiment, Summer League. Summer League? Ouais, la draft... Non, mais en fait, c'est pas pareil. Pourquoi? Je pense que tu te rends... Parce que la draft, c'est juste un événement. Donc, tu te fais drafter. Ouais, mais tu sens l'énergie de la draft, tout ça. Tu la sens pas autant que le terrain. Une fois que tu rentres sur le terrain et que maintenant tu vois que tu passes de ton petit monde français à que des monstres sur un terrain, là, c'est là que je me dis... Ah, okay. Déjà, tu réalises bien avant, tu réalises quand tu rentres. Quand j'arrive à Washington, je réalise que je suis en NBA. Les infrastructures, tout est différent, tout est gigantesque. J'arrive dans la salle de kiné, il y a 4 tables de kiné, tu rentres, il y a une pièce, il y a bain chaud, bain froid, jacuzzi chacun. Genre, c'est... Je viens de passer de la Ligue française à un business de milliardaire, en fait. Ouais. Là, tu vois que la différence, elle est flagrante. Elle est flagrante, donc je peux pas ne pas la voir, tu vois. Donc... j'arrive et voilà, j'ai un kiné qui est avec moi tout l'été, on travaille sur ma blessure, on met trucs de renfort. Là aussi où je comprends que je suis en NBA, c'est qu'au niveau des horaires, genre c'est plus cool, c'est différent. Pour ça c'est plus cool. En fait, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand j'étais à Barcelone et je m'étais blessé, à aucun moment j'ai eu mon mot à dire sur les horaires. On m'a dit, t'as ça. T'as entraînement à 9h, il faut que tu sois là. T'as entraînement à 5h, il faut que tu sois là. C'est comme ça que les Européens ils fonctionnent. Ouais. Aux États-Unis, je me connecte au kiné. J'étais un japonais à l'époque. Je me connecte. En gros, on parle. Il m'envoie un message. Il me dit, bon, écoute, j'ai 3 créneaux pour toi. Tu veux lequel? Déjà, ce qui est bien, c'est que tout commence à partir de 9h. Ok. Donc, tu peux dormir tranquille. Voilà. Donc, j'ai 9h, j'ai 11h, j'ai 14h. Ok. Dis-moi. Je vais voir avec les gars, mais pour l'instant, j'ai ces 3 de sûr de libre. Okay. Tu vois, si t'attends trop, les autres, ils peuvent prendre les créneaux. D'accord. Mais en tout cas, on discute comme ça. Donc, tu vois, t'as un échange, t'as un truc. Même quand je viens, je suis pas... pas stressé. J'ai choisi 11h, je vais à 11h tranquillement. Tu vois, j'ai mon truc, tu vois, je suis pas là en mode... Je capte. Donc, c'est une autre... Même la mentalité, elle est différente. Alors qu'en Europe, ils donnent pas trop le choix. En Europe, c'est... Ils t'imposent. C'est pas, et tu vois, c'est pas une façon de, c'est pas, moi je pense, c'est pas, ça serait pas comme ça que j'élèverais mes enfants. Ok. Mon fils, je cherche pas à l'élever aujourd'hui, il aime le foot, et je laisse faire du foot. Okay. Genre, à un certain âge, je pense qu'à 10 ans, je vais le forcer à prendre une voie, qu'il choisira. Mais pour l'instant, je veux qu'il fasse le plus de sport possible, je laisse s'amuser, voilà, qu'il kiffe. Et je veux lui donner une certaine autonomie. J'ai pas envie de... Je le vois que ça fonctionne plus. Le système NBA fonctionne mieux que le système européen, je pense. Parce que les joueurs, ils te donnent ce côté maturité, en fait, où tu es indépendant, où tu fais un truc. Quand on est en déplacement, on mange pas tous ensemble. Ok. Mais c'est quoi pour toi la différence? Tu penses qu'il y a des joueurs qui apprécient plus de manger ensemble parce qu'ils sont forcés de manger ensemble, ou ils sont pas forcés de manger ensemble, mais finissent par manger ensemble? Tu vois ou pas? Et en NBA, c'est ça, parce qu'au final, on n'a aucune horaire où on est obligé de manger ensemble. On n'a pas de repas en équipe, à part au training camp quand on commence, pour histoire d'avoir une petite cohésion et de voir les gars. Et après, on a certains événements. Mais quand on est en déplacement, on n'a pas d'obligation. Ça veut dire que tu arrives, tu pars à 15h, de l'aéroport. Généralement, c'est à l'heure qu'on partait, 15h30. Tu arrives dans la ville où tu vas. Tu reçois un message, demain matin, 10h, bus. Ok. À partir de là, entre là et le matin, tu fais ce que tu veux. Tu manges avec qui tu veux. Moi, j'ai vu des gars, je vais même pas parler d'équipe, j'ai vu des gars, on arrive à Utah, on a 2 jours avant le match, ils vont à Vegas. C'était combien de temps? Vegas, Utah, combien de temps? 45 minutes, je crois. Oh, les bâtards. 45. Petit jet. Pap. Ah, les bâtards. Ah, les bâtards. Tu vois, bah, donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, maintenant, encore une fois, bon, l'idée est que
L'idée est que tu restes professionnel, tu vois. Mais les staffs, ils savent ça? Pour certains, oui. Ou ils ferment les yeux. Je pense que oui, parce que généralement, la NBA, partout où on va, on a une sécurité. Ok. Donc, généralement, ils savent. Après, ils vont fermer les yeux sur certains. Puis ça dépend de ce que tu fais. Parce qu'en fait, c'est ça que je te dis. Les Quinry, c'est une autre mentalité. Okay. LeBron, dans beaucoup de villes où il va jouer, si tu es dans la ville et que tu vois les Flyers, LeBron a sûrement une soirée quelque part. Ok. Moi, ça m'est arrivé plein de fois qu'il vienne à Washington et que il a une soirée le jour d'avant le match. Et c'est pas pour autant qu'on prend pas 30 le lendemain. Attention. Attention, c'est ça qui est fou. C'est LeBron James. Tu vois? Et même Melo, on parlait de Melo tout à l'heure, mais Melo, il nous disait tout le temps. Genre, faites ce que vous voulez, soyez prêts quand le match commence. Tu vois? Quand le match arrive, when 7:30, il disait tout le temps, quand 7h30 arrive, sois prêt à performer, gros. Yeah. Fais ta vie, fais ce que tu veux le soir, fais tes trucs, gros. Sois prêt à fucking performer, gros. Et c'est une vérité, tu vois? Il a raison. Et lui, il arrive, il fait ses trucs, il arrive, il t'en fout 38 le lendemain, tu vois? Autant que je l'aime pas, j'ai toujours trouvé fascinant. C'est un scoreur incroyable, Melo. C'est incroyable. Donc, et tous les gars sont comme ça. Moi, j'ai vu, un moment, j'ai une période où quand on est revenu du lockout en 2011, en 2012, on a eu des back-to-back-to-back. Ça veut dire 3 matchs d'affilée. Avec la même équipe. Lundi, mardi, mercredi. Non, comme ça. Ça peut être différentes équipes. C'est souvent enchaîné comme ça, 3. Ouais, on enchaîne. Aujourd'hui, tu avais back-to-back. Ouais. Donc, c'est quand ils jouent un match après l'autre. Donc, en gros, généralement, tu peux jouer. Bon, on s'en fout, il n'y a pas de jour. Hein. Ouais. Tu peux jouer dimanche et jouer le lundi. Tu peux jouer vendredi et jouer samedi. Tu peux jouer jeudi, tu vois. Donc, voilà, ça. Et quant à ça, vu qu'en fait, il y avait eu la grève, les matchs étaient compressés. On avait 66 matchs, je crois. Ok. Donc, du coup, ils ont au lieu de 82. Voilà, ils ont dû mettre 80. Ils ont dû mettre 2 matchs, je crois. On avait 2 fois. On a fait back-to-back-to-back. Donc, on a joué 3 fois d'affilée. Et entre eux, j'ai fait à Washington, certains de mes gars, certains de mes potes sortaient. Moi, j'ai pas pu. Honnêtement, parce que j'étais fatigué, j'ai dit, vous êtes des fous. Les gars sortaient. Normal. Les gars t'as fait. Genre, j'ai jamais compris. Je me demande à un moment, je me dis, mais gros, est-ce que le bon samaritain gagne toujours? Je ne sais pas. Je ne sais pas, gros. Je ne sais plus. C'est un ouf. Tu vois, je ne sais pas. Donc, les gars faisaient leur truc. Non, mais tu vois, c'est une dinguerie. Hein. Parce qu'au final, c'est ça que je me dis, tu fais des trucs comme ça et je vois les gars à chaque fois. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le système américain en donnant l'autonomie aux joueurs. Les gars, ça a des responsabilités. Il y en a, bien sûr, qui vont faire leurs petits trucs. Il y a des instants de folie, comme tout le monde. Tout le monde même en Euroleague, il y en a des instants de folie. Mais je trouve que ça donne, et en fait, ça fait qu'on se retrouve toujours dans les bonnes équipes où j'étais. On allait manger ensemble. On n'a aucune obligation. Inconsciemment. Et je trouve que le lien est plus fort comme ça, parce qu'on n'a aucune obligation d'être là. Et on est là. Alors que l'autre, on est tous obligés. Au Euroleague, tu vois les gars traîner des pattes. Ils sont là, ils marchent, ils vont au repas, quoi. C'est relou, tu vois. On a un autre rendez-vous de plus, tu vois. Donc, c'est pas la même mentalité, tu vois. C'est une dinguerie. Quand t'arrives en NBA, t'es drafté. La prise en charge, elle commence à quel moment? À la draft? Quand je dis prise en charge, je te parle vraiment de. Ils s'occupent de toi, de tout, de ton appartement, tout. Dès la draft. Dès la draft. Ils gèrent tout derrière. Ouais. D'abord, la première chose, c'est que quand t'es drafté, il faut que tu ailles signer ton contrat. Ok. Donc, le même jour? Pas le même jour. Combien de temps après? Ça va vite, hein. C'est le lendemain. Ok, d'accord. Le lendemain ou après. Généralement, ouais, dans les jours qui suivent. Tu signes. Si tu signes pas les jours qui suivent, c'est qu'il y a un problème. Non, t'inquiète pas. Ça fait un an, c'est bizarre, hein, pour moi. Moi, je serais pas serein, gros. Non. Normalement, dans les jours qui suivent, dès que t'es drafté, on te laisse la nuit, tu sors, tu fais ta vie, tu t'amuses un peu. Ok. Puis après, le lendemain ou demain midi, soit t'as déjà ton vol de prévu. Ok. Ou soit tu vas peut-être rester une journée à New York, un peu pour t'enjailler. Et puis après, tu vois, pour sortir ta famille. Parce que généralement, tu vas à la draft avec ta famille. Donc, tu passes un peu de temps avec ta famille. Puis après, ils te disent, tu vois, moi, je crois qu'on avait programmé. Washington, c'est pas loin de New York. Donc, ils avaient dit, ils nous avaient laissé une journée. J'avais passé la journée d'après, j'étais avec mes parents. Donc, du coup, on a pu visiter un peu New York, tu vois, avec la daronne, et tout ça. Et après, je suis parti à Washington. Je suis parti en avion. Puis après, j'ai signé mon contrat, peut-être, dans la foulée. Ok. Vu que tu as été drafté à la 17e position, et il parle de contrat garanti, ça veut dire quoi exactement, contrat garanti? C'est-à-dire qu'en gros, tu sais que pendant 3 ans, si tu as signé en rookie, c'est 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Après, le contrat garanti en lui-même, la durée en
on s'en fout. Ouais. Dans le sens où, on te dit juste que si on te dit qu'on te prend sur cette période de temps, ça va être garanti sur toute la période de temps. Ok, même si t'es drafté. Voilà, même si t'es drafté. Même si t'es blessé. Quel que soit ce qu'il arrive, ou transféré. ton argent va arriver tous les mois sur ton compte. Ok. Que ce soit le 1er et le 15. C'était payé 2 fois en NBA dans le mois. Ok. Le 1er et le 15, tu vas recevoir ton argent. Alors que si c'est pas garanti, comme dans le football américain, ça veut dire que par exemple, il y a des mecs, parfois ils vont signer un contrat de 100 millions. Et il n'y a que 40 garanties. Ok. S'ils ont touché 20 millions, ils ont touché par exemple, ça fait 1 an et demi qu'ils sont dans le contrat, ils ont déjà touché 40 millions. Qu'ils se blessent, c'est pas sûr qu'ils soient payés le reste d'argent. Non. Ouais, c'est ça le truc pas garanti. Alors que nous, dans le basket, tous les contrats signés sont garantis. Ça veut dire que quand une fois que tu as signé ce papier, il y a marqué 80 millions dessus, quoi qu'il arrive, tu vas prendre tes 80 millions. Qu'il pleut, qu'il grêle, des sauterelles pendant 30 jours, tu vas prendre tes 80 millions. Maintenant, voilà, les taxes vont te taxer, tu vas faire des trucs, mais en tout cas, tu vas prendre ton argent. Ah, c'est une dinguerie. Tu vois. Et même si on te coupe, même si on te trade, l'autre équipe va te payer. Honnêtement, quoi qu'il arrive. T'as ton contrat garanti. Ouais. Tant que c'est garanti, c'est garanti. C'est ça. Ok. Ça se passe comment l'appartement là-bas? C'est toi qui le payes ou c'est eux qui le payent? C'est eux. Ils payent rien. Le joueur paye rien? Non, les clubs payent rien. En Europe, ils nous prennent un appart, Ouais. t'as une voiture de fonction. Ouais. Là-bas, ils te payent rien. Rien du tout. Un peu comme l'Euroleague, ouais. Ok. Ben, l'Euroleague, en tout cas, Barça, ils payaient pas. Ok. C'est toi qui dois tout gérer. Ouais, tu gères tout. Donc après, ils te mettent En relation. dans l'équipe. Nous, on avait une femme qui était censée gérer, elle te mettait en contact avec qui tu voulais. Ok. Donc, il connaît un peu tout le monde Dans la ville. dans la ville. C'est facile. Elle te met en contact avec qui tu veux. Et de toute façon, c'est une équipe NBA. Ils n'ont pas de mal à avoir. Ils te mettent en contact avec qui tu veux. À part le seul mec à qui on ne peut pas parler, c'est Obama, quoi. Et je l'ai rencontré, tu vois. C'est dingue. Mais c'est le seul mec à qui, ouais, tu peux pas. Et même, tu sais que j'ai fait. Pas avec lui, il était pas avec nous ce jour-là, mais j'ai fait un bowling dans la Maison Blanche. Tu vois, il y a un bowling dans la Maison Blanche. Il y a un bowling. Et quand je suis arrivé, j'ai fait quoi? Ils ont un bowling dans le truc. Il y a 2 rangées et tout, et on a fait un bowling dans la Maison Blanche. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. Ton premier chèque, tu le reçois à quel moment? Après la draft? Ou après la Summer League? Le premier chèque après la draft, normalement, c'est en novembre. Le 1er novembre. La Summer League, c'est en août? Septembre. Ouais. Donc, généralement, ce qui arrive, c'est que t'as des bonus à la signature. Ok. Et ils te donnent le truc. Donc, quand tu signes, parfois, tu vas recevoir une grosse somme qui va t'aider à tenir jusqu'à ce qu'en gros, tu commences à être payé en novembre. Et généralement, la somme, c'est combien environ? Ça dépend de ton contrat? Ça dépend de ton contrat. Ok, si t'as un gros contrat? Je sais pas, ça peut aller... 100 000 $? Ouais, je pense qu'un gars comme Victor peut se retrouver entre 100 000 et 500 000. En chèque de bonus, mais c'est rien, il a un contrat à plus de 12. Vous parlez de lui, là, c'est trop. Là, sur 12 €, 50 centimes, c'est pas... c'est pas beaucoup. Non, mais c'est ça. Elle a dit sur 2 €, ça commence, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. T'es relou, c'est cliché, mon frère, t'es relou de ouf. Oh merde. La NBA, ça a toujours été ton objectif? Non, pas du tout. Ah ouais? Bah, chez Z, de base, j'étais pompier. Ouais. De base, même les matchs, ma première année de basket, je suis allé à aucun match. J'allais toujours... Parce qu'en fait, mes cours de pompier, c'était le samedi après-midi, toute l'après-midi. Et les matchs de basket, c'est le samedi après-midi. Donc, j'y allais pas. Mais à quel moment tu t'es dit, vas-y, maintenant, faut que j'aille en NBA? Quand j'avais... C'était à Cholet ou à Poitiers? À Cholet. À Cholet? Poitiers, tu pensais pas encore à la NBA? À Cholet, je me dis, il faut que je devienne pro. En fait, à Poitiers, quand j'arrive, ils sont en N1. Ok. Ils taffent, hein. Ils montent. Mais, je me dis au début, j'ai envie d'être en N1. Ouais. C'est le plus haut que je vois, tu vois. J'arrive à Cholet et là, je vois des pros encore. Ah ouais. Je me dis, ah ouais. Et tu vois, c'est comme si, tu sais pas, t'es dans un bâtiment et tu découvres au fur et à mesure des nouveaux étages. Ouais. Tu dis, ah ouais, quand même. Ah, il y a de l'or ici. Tu vois, et au fur et à mesure, comme ça, et je me dis, vas-y, il faut que j'atteigne cet étage. Il faut que j'arrive à parler avec ces mecs les yeux dans les yeux. J'ai marre qu'ils soient tous au-dessus, qu'ils me regardent, tu vois. Grave. Donc, du coup, et comme ça, au fur et à mesure, tu vois, mais j'ai pas eu l'objectif de rêve. Je me suis dit, tu vois, je veux absolument être en NBA, je veux être en NBA. Non, je sais que ça fait vendre, ça inspire. Mais j'ai pas eu tout. Et ça montre vraiment que
tout est possible. Ok. Même des gens qui n'ont pas envie d'y aller à un certain âge peuvent s'y retrouver. Là, on est sur une question intéressante. Est-ce que tu penses que tout le monde peut aller en NBA pour toi? Non. Non, mais en fait, il n'y a pas que la NBA, parce qu'on va pas faire comme si la NBA c'est l'élite absolue. Bah, Dans le basket, oui. Mais quelle que soit l'élite, je pense pas que tout le monde peut accéder à l'élite. Ouais. Sinon, on serait tous en élite. Ouais, bah. Il y aurait pas d'élite et il y aurait une autre élite à l'élite. Non, c'est vrai. Donc en soi, je pense pas que tout le monde peut y accéder à l'élite. Tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices, comme je t'ai dit tout à l'heure, Qu'il faut faire, ouais. faut faire. Tout le monde n'est pas prêt à bosser. Il y en a, ils sont pas prêts à sacrifier un samedi soir. Les gars, vous savez quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, Ouais. quand je te parle de sacrifier une vie, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un laps de temps de 6 ans. Une soirée, ils sont pas prêts à sacrifier, gros. Donc, tu vois, je veux dire, au final, c'est voir, mais en tout cas, oui, l'élite n'est pas. Je pense pas que l'élite est accessible à tout le monde. Moi, je pense comme toi. C'est vrai. Moi, j'ai toujours dit que le haut niveau, c'est pas fait pour tout le monde. Et il y en a qui pensent que si, tout le monde peut atteindre, mais c'est ça, tu vois. même en travaillant. Hein. C'est ça. Je pense que tout le monde aimerait avoir les bienfaits, mais sont pas prêts à prendre les difficultés du haut niveau. Grave. Le fait de se lever tous les jours, ça fait mal, hein, les gars. Vous voulez vous lancer dans ce job, ça fait mal. Ouais, moi, je le dis clairement. J'avais des problèmes de genoux, des trucs. Avant ça, déjà, même, ça fait mal. Tous les jours, tu te lèves le lundi, t'as fini, tu fais ton sport. T'imagines, aujourd'hui, moi, je suis en retraite. J'ai des jours où je fais du sport. Donc, je vais et je sais que les autres jours, je suis posé. Ouais. Avant, même aujourd'hui, je me dis, mais comment je pouvais faire ça? Du lundi au lundi. En NBA, en plus, t'as pas de week-end. Ça n'existe pas de ça. Il y a des fois, j'avais aucune notion du temps. Je savais pas si on était samedi, je savais pas si on était lundi. Carrément. Ouais, j'avais aucune. Et en plus, tu vois, j'habitais à Washington et dans cette ville-là, en fait, elle est toujours blindée. Donc même le dimanche, il y a du monde. Il y a du monde. Lundi, il y a du monde. Mardi, en fait, et tu peux, les jours se répètent. Voilà, c'est le genre de ville où tu peux sortir tout le temps. Tu peux sortir et tu peux faire ta vie, tu vois. C'est comme New York, c'est des villes qui dorment pas, tu vois. Et tu perds vite la notion du temps. Moi, des fois, j'étais obligé, si j'avais pas mon téléphone, je sais pas quel jour on est, je sais pas quel jour de la semaine on est. C'est une dinguerie parce que ça enchaîne, en fait. Ouais. Tu vois. Après, c'est les States, ça va trop vite aussi. C'est ça, en fait. Ouais. Quel mec t'as pu se traumatiser en attaque? En attaque? Ouais. À mon poste ou mon équipe? À ton poste. Et sur un mec sur qui t'as défendu, tu te dis waouh. Ah ouais, là, lui, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est Victor. Quand j'étais en NBA, c'était. J'ai jamais eu de gars comme. Ce que Victor m'a fait l'année dernière, je crois que personne me l'a jamais fait. J'ai eu des gars à qui je jouais, ça t'a fait. Même face à face, hein, quand tu joues contre une autre équipe et un mec. J'ai jamais eu un big qui est venu et qui m'a juste mis des stats de chaque, genre. Tu vois, genre 30 points, 20 rebonds. Ouais. Je crois pas que c'est. Que c'est arrivé. De toute façon, j'étais pas tout en starter, donc dans tous les cas, tu vois, c'était pas. Mais je crois pas. Et franchement, après, tu vois, je me dis juste, hein, je suis en retraite. J'étais en retraite l'année dernière, tu vois. Donc en fait, je me dis dans tous les cas, je suis plus moi quand j'étais moi. Ouais. Aujourd'hui, mais je joue encore. Ouais. Je le vois. Ouais. J'ai joué avec beaucoup de joueurs, même cet été. Ok, j'étais moyen, mais en tout cas, avant ça, je jouais des pick-up, je fais des trucs. Je taffe, genre je taffais, tu vois. Ouais. Et je dis, Victor, non. C'est chaud. C'est chaud. Le petit là, c'est chaud. C'est chaud sur quel point? Ben, déjà, physiquement, il est grand. Ouais. Donc, il fait 2,22 et en fait, à partir de ça, une fois que tu as cet élément, ça change tout. Mais on peut dire à 2,22, il est nul ou lent. Non, je sais, mais sauf que c'est pas son cas. Il a des très bonnes mains, il a un shoot qui est incroyable. Il arrive à se situer très bien, il a des très bons repères sur le terrain et il connaît à peu près tous ses trucs. Il sait quand il est à gauche ce qu'il faut faire, quand il est à droite ce qu'il faut faire. Ah ouais. Il est très intelligent, il est très avancé, donc ça fait que ça rend le personnage vraiment plus compliqué. D'accord. Tu vois, en NBA, tu joues, bon, il est en train d'apprendre une nouvelle ligue, donc il se cherche, mais une fois qu'il va se trouver, ça va être chaud. C'est ce que je disais à mon gars Fali, il voulait pas m'écouter. Ouais, mais laisse-lui 5 ans Fali, encore une fois, tu vas voir ce qu'il va faire. Et c'est ça, tu vois, donc il y a... Et au final, l'année dernière, c'est chaud. En fait, je vais donner un exemple. Le petit... Bah, pas le petit, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Il te contre. Il contre. Il shoot. Moi, il y a une session, il shoot. Je me rappelle... Je shoot, je tente un hookshot, il me contre. Direct là contre un hookshot. Il prend la balle ou on lui donne la balle,
qui pousse la balle, on parle à Marcel Cerdan, le Valois. Il s'arrête 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Je suis avec lui, il shoot. Et là, je saute pour le contester. On tombe tous les deux au sol. Et je me lève comme ça et je vois la balle tomber dans le panier. Je fais comme ça, je suis là, je te jure les genres de trucs de film, genre on ralentit, genre t'aurais pu ralentir le temps. Je suis tombé en disant comment ça va faire. Ah, c'est chaud ce point-là. Ah, gros. Et plein d'actions sur des choses. À un moment, je me rappelle, sur 2-3 semaines, je l'observe. J'ai remarqué qu'il y a un truc qu'il fait pas, c'est que quand on part voir, il va à main gauche, quand il va à main gauche, tu peux réduire son pourcentage. D'accord. Il fait pas trop de hooks. Il n'arrive pas, il est pas à l'aise dans les hooks main gauche, on va dire. Il est pas à l'aise. Ouais. Je me dis, bon, je vais chercher à le pousser à gauche. Je me dis, il s'en fout totalement. Il a commencé à me faire, il m'a sorti 2 hooks main gauche. J'ai fait, ouais, je pensais que ça fait 3 semaines que je l'ai pas vu faire ça. Et en fait, il s'adapte à tout. Et c'est pareil, Bilal aussi, parce qu'on parle souvent de Victor, mais il y a Bilal aussi, tu vois, je veux dire. Bilal est fort. Maintenant, c'est pas à mon poste, donc j'en parle moins. Mais Bilal, il faisait des trucs. Tu vois, quand tu joues contre ces deux-là ensemble, c'est compliqué. Les deux, ils sont là, ça pousse. Et en fait, non, Victor, il s'adapte surtout. Et puis en fait, il est grand. Par exemple, même quand il trouve qu'il te fait un fadeaway, son fadeaway est à la hauteur de la clim. Tu vois, de la clim. Tu vois. toi, ton fadeaway. Donc, même pour le contrer, à chaque fois que ce qui est chiant, ce que je trouvais hyper chiant de jouer contre lui, c'est qu'à chaque effort, j'étais obligé de faire 2 fois plus d'efforts pour rejoindre un de ses efforts. Waouh. Tu vois, parce que wow. Et ça, je trouve ça chiant. Ouais. Et je regarde, j'ai des photos, j'ai des trucs où je le conteste. Tu vois qu'entre ma main et la balle, à chaque fois, il y a peut-être 50-60 cm. Ah ouais. Donc, je suis à chaque fois obligé de pousser, de sauter. Un jour, il m'a mis un tomard, il m'a tomard dessus. À l'entraînement, j'aime pas pourquoi j'ai sauté, c'était un réflexe. C'était tellement gros, il a sauté, gros, toute sa main était au-dessous du carré, gros. Et en plus, je saute plus comme avant. Donc moi, j'étais... Ah. Mais après, on a tous rigolé, tu vois, tout le monde était là en mode... Mais... Même lui, il m'a dit, mais Greg, Kev, pourquoi t'as sauté? Même lui, il se dit, ah, j'ai pas envie de faire ça, tu vois, à Kev, tu vois. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Mais en tout cas, oui, on a eu l'occasion de jouer l'année dernière. Tu vois, j'ai eu l'occasion de l'aider un peu. Parce que c'est vraiment... Bon, j'ai beaucoup vu Vincent bosser avec lui à la fin des entraînements, faire des trucs. Et puis même son coach, il a Guillaume, il a pas mal... Tout le staff de Levallois était avec lui. Mais j'ai eu l'occasion de jouer un peu contre lui et de faire des trucs. Donc, je sais que même l'année dernière, ça a fait un peu polémique quand les gens ont vu qu'il m'a mis dans son top... dans son sec All-5 français, tu vois. C'est parce qu'après, on a joué aussi l'un contre l'autre. C'est là où c'est l'info que les gens n'avaient pas, tu vois. Parce que vu que j'étais en plus en retraite, donc on jouait actuellement dans cette période-là, on se voyait beaucoup. Et on jouait l'un contre l'autre. Donc voilà, au moins ça prouve que je vais montrer de bonnes choses. Mais à un moment donné, sur l'interview, tu avais dit que Bynum, il était très compliqué à jouer. Je sais plus, compliqué à jouer Bynum, ou physique. Bynum, de toute façon, Bynum au physique, il est grand aussi, c'est pareil, tu vois. Mais c'est pas pareil, parce que ça reste des joueurs qui se basent sur leur physique. Et ces joueurs-là, comme Dwight, comme tu vois, Carlos Boozer, tous ces joueurs-là qui ont un physique hors norme, Néné, ils se basent beaucoup sur ça. Lui, vu qu'il n'est pas plus costaud que nous, il détruit aux skills. Ouais. Techniquement, c'est au-dessus. Techniquement, il te prend vraiment techniquement. Ouais. Et après, le fait qu'il soit plus grand, il joue de ça. Tu vois. Et donc il compense tout ça en fait. Il compense, il s'adapte. Et en fait, ça rend le jeu vraiment compliqué. Parce que déjà, il est plus grand à chaque fois. Même moi, sur des actions, si je fais pas attention, je me fais contrer. C'est ouf. J'ai jamais eu, quand j'y pense, j'ai jamais eu à Dilek un truc comme ça. Genre vraiment en carrière, me dire, si dès le début, mon move n'est pas bon, je suis mort. Gros, c'est aux échecs ça. Gros, c'est aux échecs. Si dès le début tes moves sont pas bons, on sait que plus loin tu vas te faire fumer quoi qu'il arrive. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc je me dis, à quel moment ça devrait être comme ça. Et en défense, quel mec t'as rencontré qui t'a dit, waouh, c'est chaud. En défense, ouais. Anthony Davis au début. Anthony Davis. Ouais. Anthony Davis. Quand il arrive en NBA. Quand il arrive en NBA de New Orleans. Ok. Ouais. Parce qu'il avait envie. Ouais. C'était chiant. Ouais. Numéro 1, il arrivait... il était assez chiant en défense. Il arrivait toujours en deuxième rideau. Il trouvait toujours des façons de trouver un moyen de glisser son petit compte. Je suis surpris. Et Anthony, après, c'est toujours pareil.
En défense, je sais qui m'a vraiment... Taj Gibson, il défendait bien. Après, c'est pas... Taj Gibson, il a combien, lui? Il fait ma taille, je crois. Ah ouais? Ouais. Après... Et le mec qui m'a le plus choqué, c'est pas mon poste. C'est qui? Kawhi Leonard. Non. Ouais. Sur quel point? En fait, il y a une action, je me rappelle, j'étais à Indiana. Et j'ai la balle, tu vois. Donc j'ai la balle, je suis au poste. Et je le vois, à l'époque, il jouait pour San Antonio. Je le vois, il est un peu vers... Moi, je suis devant la raquette, tu vois. Et lui, il est un peu vers les lancers. Donc il est comme ça, il attend, tu vois. Il flotte, tu vois. Et je me dis, s'il fait un pas de plus, je passe la balle. Vu qu'il est pas loin, tu vois. Donc je dribble comme ça et j'attends, en fait. Et je fais ça. J'ai plus la balle. Comment ça se fait? Il me l'a prise dans la main. Sans que j'ai eu le temps de vraiment, alors que je le regardais tout le temps, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il me l'a pris sur la main. Avec ses longs doigts là, Au moment, ses longues mains là. je te jure que cette action, je suis sûr qu'elle est retrouvable. J'allais passer la balle. J'avais plus la balle dans ma main. Incroyable. J'ai dit, mais... Et en fait, il a des grandes mains, tu vois. Et Ouais, du coup, c'est vraiment grande main. il a vraiment... Je pense que ce mec-là, aujourd'hui, il commence à se faire vieux. Mais je pense que ce mec-là, il avait, comme Rudy, comme Victor, je pense qu'il a Damon Green. Je pense que c'est inné en eux, la défense. Tu vois. Je pense sincèrement que c'est inné. Ouais. Aussi, je pense aussi. Le mec qui t'a plus traumatisé en post-up? En post-up? Ouais. Néné. Néné? C'est forcément les mecs à qui j'ai passé beaucoup de temps. Ok. Parce qu'encore une fois, quand je jouais contre les autres, Ouais. pas en post-up. Pas, en tout cas, pas des intérieurs. Ouais. À l'époque où j'arrive dans la ligue, il y a un mec, peut-être Néné et Demarcus Cousins dans ce cas. Ah, Demarcus Cousins? il est fort. Ah ouais? Ouais. Alors que ça, Demarcus, j'ai oublié. Demarcus Cousins. Ouais, mais quand il a son summum aussi. Quand il a Sacramento. Ouais. Mais parce qu'il a des moves, il a des trucs intéressants. Et il est après, injouable, t'as Marc Gasol qui est pas mauvais non plus. Ah bon? Ouais, Marc Gasol, il était intéressant à l'intérieur. Tu vois. Tu parles techniquement? Ouais, techniquement. Les main gauche, main droite, petit hook, petit truc. Prends pas. Moi, je juge quoi? Un mec qui est bon en post-up, c'est un mec qui a pas besoin déjà d'utiliser 40 000 dribbles. Ouais, sur 3 dribbles. Voilà, qui peut être efficace dans un petit périmètre de 1 mètre, de 1. Ouais, 1 mètre carré, 2 mètres carrés. Tu vois, pas genre max. De là, tu fais 2 dribbles, c'est efficace. Soit il y a une passe, soit il y a un truc. Ouais. À partir du moment où tu vois que le mec, il a besoin d'aller de l'autre côté pour marquer. Il a besoin de faire ci, il a besoin de faire 10 000 dribbles. C'est gâté. Moi, je dis clairement, c'est gâté. Oh là là là. Il faut pour moi que tu sois efficace. En tant que big man, on est au centre. On est au centre et il y a tout le monde autour de nous. Ouais. Quand t'es là, déjà, bon, t'es bloqué par là et les lignes. Mais quand t'es là-haut, tu peux t'amuser à dribbler, tu peux. Mais quand t'es là, il y a tout le monde qui est là, qui met la pression sur toi. Ouais. Donc si toi, derrière, t'arrives et que t'as besoin de dribbler, au bout d'un moment, il y a des gens autour de toi. Tu joues pas seul. Tu vois, comme je disais à mes potes sur FIFA, pousse pas la balle trop loin. Tu joues pas seul. Je récupère là. Hein? Les mecs poussent la balle comme s'ils sont tout seuls sur le terrain. C'est ouf. Moi, je récupère ça, c'est 12-0. Kevin Durant, LeBron James en live. C'est vraiment des monstres techniquement. Et le Q-basket, c'est quoi? Oui, LeBron, c'est... Kevin Durant m'a plus impressionné. Ah ouais? Kevin Durant, c'est quoi, les skills? Attends, je m'assois. C'est l'élégance? Pendant un moment, je l'appelais... Avec Rodrigue Bobo, on l'appelait Jesus. Donc... Pendant un moment, on l'appelait comme ça, tu vois. Carrément. Parce que, gros, je pense que c'est un mec... c'est une machine. Je pense que c'est comme Yao Ming, il a été fait en laboratoire pour faire du basket. Gros. Je pense sincèrement, c'est une machine, en fait. Honnêtement, Kevin Durant... Là, aujourd'hui, tu vois, hier soir, je l'ai regardé jouer. D'ailleurs, ils s'en pris une vraie branlée contre Sacramento hier soir. Je l'ai regardé jouer, tu vois, il commence, encore une fois, toutes ces générations se fait vieux. Donc, il sent plus comme avant. Ok. Moi, quand je suis arrivé et qu'il était jeune, il était à OKC. Il n'y a pas un match. Je crois que Kevin, il n'a pas mis 30. Sérieux? Contre nous, les Wizards, tout le temps. Avec buzzer beater, tout. Genre, le mec est trop fort, inarrêtable. À l'époque, c'était chaud. Ouais, c'était Steph avant Steph. Tu vois. Kev, c'était vraiment... Parce qu'en fait, quand on y pense, avant que Steph devienne MVP 2 fois, c'est lui le MVP avant. Sauf qu'il se blesse. Ouais. C'est là où il dit, ouais, mam, you the real MVP, nanani. Et c'est lui, le MVP. Et en fait, c'est pour ça, d'ailleurs, que
N'importe quel autre joueur aurait rejoint les Warriors, on s'en foutrait. C'est pas lui. Pas lui, tu vois. Parce que, gros, c'est juste... C'est pas lui, en fait. C'est trop. Voilà, tu vois. C'est ça, en fait. C'est une grande... C'est du grand n'importe quoi. Qui peut pas aller rejoindre un autre mec qui est lui aussi du grand n'importe quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Steph Curry. Ouais. Du grand n'importe quoi. Il y a de ouf. Calcul simple. Une équipe de n'importe quoi. Ah oui. C'est incroyable. Et LeBron? Ben, LeBron, toujours impressionnant, le physique. Les choses, c'est que plus j'avance et moins... Mais comment le mec il peut t'impressionner? Vous faites presque la même taille, vous avez presque le Moi- même physique. Bah, parce que LeBron... Parce qu'en fait... Me dis pas qu'il est plus large que toi. Non. Non, Bah non, voilà, non, donc- LeBron est plus petit. Il est moins large que moi physiquement. Après, Ok. je suis un big man, hein, donc c'est normal, tu vois. Ouais, mais vous faites la même taille. Je crois qu'il a un il peu a- plus petit aussi, je pense. Je pense qu'il fait 2-3, 2-2. Ok. 2-3, ouais, comme ça. Ok. Il a des chaussures quand on mesure, n'oublie pas. Ah oui, c'est vrai. La mesure, on est tous grands. ouais. Les chaussures, je fais de 18, non. de bonnes semelles. Et non, mais en fait, c'est impressionnant parce que moi, le truc qui m'impressionnait chez LeBron, comme aussi un joueur comme Joachim, c'est leur moteur. Ok. Cette endurance. Ok. À jamais se fatiguer. Et c'est là où je trouve ça fou. Parce qu'en fait, de se dire qu'il joue encore. Mhm. Moi, tu vois que j'ai eu des problèmes de genoux, pour moi, c'est compréhensible parce que je suis un big. Ouais. J'ai toujours été athlétique. Ouais. Je mets beaucoup de poids, du coup, sur Ouais. les genoux. LeBron, c'est pareil. Hmm. Il est grand, il est aussi grand. Il saute, il court, il sautait plus haut encore que moi. Il joue comme ça, il joue des 40, 38 minutes. Genre, il agresse tout le monde. Genre, Kevin Durant, il arrive. C'est facile, c'est pas facile, mais c'est plus simple de prendre la balle, de shooter à 3, de le mettre. Ouais. Et de pas avoir à mettre 4 dribbles avec 4 coups d'épaule dans le chest d'un mec Ouais, pour ouais. aller marquer. Ouais, Tu vois ou pas, je veux dire, genre, l'effort n'est pas le même. C'est pas le même. Et LeBron, c'est moi où là où je suis impressionné, c'est qu'il est capable de faire ça sur 20 ans. Il est capable d'aller dans un match et de encore être l'agresseur. Genre, c'est ça que je veux dire. Tu vois, bah, surtout que plus tu prends du temps. Même aujourd'hui, quand je te raconte l'anecdote de Victor, Ouais. je suis agressé. Ouais. Je- Ouais. c'est pas moi tu C'est vois, chasseur, ouais. c'est pas moi là qui tape, c'est pas moi qui truc. Là, je suis parce qu'en fait, c'est normal. J'ai pris au bout d'un moment, je prends ta retraite. Ouais. Et les mecs, eux, qui continuent à jouer, ils avancent. Ouais, bien sûr. Et en plus, ils ont un rythme. Voilà. Hmm. Et LeBron, je me dis que c'est incroyable parce que LeBron, quand j'ai commencé le basket, il était déjà drafté en NBA. J'ai arrêté le basket. Il est encore toujours en NBA. Genre, il a été drafté en 2023, en 2003. Je faisais pas le basket. J'ai commencé en 2004. Je suis parti en 2005. J'ai arrêté en 2019. 2020, Covid. Hmm. Aujourd'hui, 2023, 20 ans plus tard, il est toujours dans la ligue. Il est au Et top. moi, je suis au même point que quand il a commencé. Ça veut dire que je suis plus en Amérique. tu vois pas, genre, je une trouve dinguerie. ça fou. C'est Moi, dingue. et c'est ça qui me choque, c'est ça qui... Et j'ai déjà mis plein de théories, tu vois. Je cherche à comprendre comment... Est-ce qu'il est en train de casser les codes de la génétique humaine? Ah, il le Qu'est-ce fait qui se là. passe, en À fait, 38 ans, il le fait là. Oui. Ah, c'est incroyable ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe, en Ouais. fait? Tu vois, à quel moment il va continuer? Même Kobe, son dernier match, on voyait les pads sur son corps. On voyait Kobe était fatigué. On savait que ça allait pas tenir. Mais est-ce que tu penses que sur la préparation physique off-season, ils avaient la même entre Kobe et LeBron? Je pense que LeBron était beaucoup plus minutieux que Kobe. Hein. En termes de préparation physique, Préparation, en termes récupération, tout ça. Moi, je sais qu'en termes de work ethic, Kobe est dit être imbattable. Il n'y a personne qui bossait autant. Maintenant, est-ce que... Ouais, mais bosser. Oui. Moi, je te parle de tous ces petits détails. Non, en termes de soins, en termes de trucs. Je pense juste qu'à un certain moment, ton corps est fatigué, en fait. Et c'est là où je le vois avec tout le monde, tu vois. Mhm. Tu prends n'importe qui, même Tony à la fin, Ouais. c'est pas Tony... Du début. Voilà, tu vois, Tony à Charlotte, c'est pas Tony... tu vois que tout le monde, le temps... Prendre un coup, ouais. Voilà, tu prends un coup. C'est Ouais. ce qui est naturel Ouais, tu ouais, vois, bien dans sûr. tout ce que tu fais. Et lui, mais après, oui. Lui, après, c'est vrai qu'il est réputé pour... c'est dit qu'il mettait au-dessus du million Par an. par an pour son corps. Ouais. Tu vois.
À un moment, je l'ai vu dans une capsule. Ouais. La dernière fois que j'ai vu cette capsule, c'était Goku dans une capsule en, train de se soigner. Et le mec, gros, c'est le mec que j'ai vu dans une... Il est dans une capsule. Souvent, c'est dit ça. Est-ce que c'est pire que Kobe? Tu vois, je veux dire? Oui, non, mais oui, clairement. Je pense, hein. Ouais, je me dis, au début, tu vois, si... Même ce principe-là a été utilisé pour les momies ou les trucs. Je dis, mais le gars est là. Il est là, il est posé dans son truc. Sa petite bouffée d'oxygène à 110%. Parce que l'oxygène n'est pas pur. L'oxygène qu'on respire n'est pas pur. Et donc, ils mettent de l'oxygène pur et ça te permet d'améliorer ton corps, ta récupération, tout ça. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai regardé, je dis, mais non. On dirait Goku, tu vois. Ah là là. Kevin, est-ce qu'on peut parler salaire? Vas-y. Quel était ton plus gros salaire mensuel? Mon plus gros salaire mensuel. Ouais. Quel est mon plus gros? Je veux des fourchettes. Ouais, fourchette, vas-y, ça me va. Je veux des fourchettes de salaire. Mensuel? Ouais. Barcelone. Ah ouais? Plus que l'NBA? Ouais. Oh. Ah non, mais gros, c'est une bière, toi. Je sais pas quel contrat t'as signé à Barcelone, gars, mais t'as dû faire un braquage. On te coupe des bras. Non, mais en fait, c'est que pour donner un exemple, j'ai été taxé une fois à hauteur de 56% à Washington. Oh. Ok. On travaille pour l'État à ce stade. Non, mais attends, pourquoi une fois? En fonction des années, ça dépend, ça change. Ok. Mais oui, une fois, ça monte à 56%. Putain. De ce que tu gagnes, tu donnes 56% à l'État. Ouais. Et après, t'as l'escroc en NBA, t'as un truc qui prend pour si jamais la NBA perd et gagne. T'as différents trucs qui prennent de l'argent. T'as la retraite, Ok. la pension. Donc, du coup, t'as différents trucs. Ça fait que ton chèque est pas... En tout cas, mes chèques à moi, parce que chacun après ses chèques, Ouais. comme on dit dans le jargon, chacun ses chèques. Ouais. Mes chèques à moi, à chaque fois, oui, ça te fait perdre beaucoup d'argent et tu prends pas tant que ça. Maintenant, ce qui est bien, c'est que tu prends une fois tout... Tu prends 2 fois par mois. Donc, tu es payé le 15, et le premier du mois et le 15. Ok, mais ça te fait, quand tu es payé le premier et le 15, ça te fait quoi? Un salaire ou ça te fait 2 salaires? Un salaire. Ok. Ok. Et même avec les deux combinés, Ouais. à Barça, à Barça, j'étais entre 150 et 200 000 par mois. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir avec un NBA. J'ai pas... Le maximum que j'ai dû atteindre, ouais, c'est peut-être 160. Mais à part ça, en plus, c'est net d'impôt. Ouais, net d'impôt. J'ai pas d'impôt. C'est pour ça que c'était plus cher. C'est pour ça que c'était plus. J'ai pas payé d'impôt du tout. Tu vois, mais ça, c'est un paramètre. C'est un vrai facteur. C'est un paramètre que quand tu joues pas NBA ou de ce que nous, on voit auditeurs, c'est que. T'as ramené le vrai point. Hein. Franchement, je te check ça. fallait aller chercher pour comprendre pourquoi à Barça, je prends plus. C'est vrai, en plus, hein. Même moi, j'ai pas pensé sur le moment que c'était à cause des taxes. Je te jure, c'est vrai, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en soi. Mais... Gros, et les taxes, mon frère, c'est un bras. C'est un bras. Vous êtes là en train de rigoler. Les taxes, c'est un bras, mon frère. J'ai pas envie de devenir aigri à cause des taxes. J'ai pas envie de voir un mec et dire « Ah, c'est mes taxes qui payent ça. » J'ai pas envie d'être comme ça. Mais gros, on n'a pas le choix. Oh putain de merde, il est relou de ouf, il est relou. Donc, ça veut dire qu'au Barça, tu prenais plus qu'en NBA. Ouais. C'est une Mais dinguerie. c'est pour ça, parce que je payais pas de taxes. Ok. En tout cas, les 2 premières années en Espagne, je payais pas. Après, si j'étais resté une 3e année, j'aurais payé. Ouais, mais que la 3e année. Oui, oui, ma 3e année, c'est tout. Voilà. À partir de ma 3e année, je paye. Jusqu'à tant que je reste, quoi. Ok. Oui, c'est d'accord. Mais j'ai une question. Ça dépend des États. Ouais. Le taux de taxe. Oui. Et je crois que le plus élevé, c'est à LA, je crois, non? Los Ou Miami. T'as pas que LA. T'as LA, Ouais. New York, Toronto, Ok. Washington. D'accord. C'est les 4 plus élevés. Ah ouais. Les 4 plus bas, ou les 5 plus bas, si tu veux, Mhm. on parle de Orlando, Magic, on Ok. parle de Miami, Ok. donc la Floride, Ok. et après on parle de Dallas, San Antonio, Houston, le Texas. Ok. C'est le moins cher en termes de taxes, que t'as pas de... Je sais pas si c'est le cas, je vais pas dire de conneries, mais fédéral. En gros, il y a une taxe qui te mettent pas, donc tu peux être taxé à 33%, un truc comme ça. Ah 30%. ouais. D'accord. Ok. À un moment donné, Tony Parker, il avait lancé une polémique. Au lieu de faire le banc en NBA, aller jouer en Euroleague. T'en penses quoi, toi? Ça dépend. Je pense qu'au début, quand t'as un certain âge et que t'arrives en NBA, t'as envie de vivre un rêve. Ouais. Et là, à ce moment-là, je pense que personne pourra te dire le contraire. Et je pense que le rêve, tu devrais le vivre 3-4 ans.
Si au bout de 3-4 ans, ça commence à devenir compliqué, il y a des équipes en Euroleague qui seraient prêtes à vous donner un vrai rôle. Et à ce moment-là, je pense que non, c'est mieux d'aller en Europe et de jouer. Ok. Par exemple, tu as l'exemple de Eli Okobo, qui est à Monaco maintenant et qui taffe. Je crois qu'il a essayé 1 ou 2 ans, 3 ans la NBA. D'accord. Après, il a vu que c'était moyen, il est rentré. Ok. Aujourd'hui, moi, je pense que oui, si Tony parle du côté capitaliste, du côté américain, où c'est mieux, où tu veux prendre de l'argent et trucs, oui, c'est mieux. Si on parle d'un côté bonheur, un côté rejoindre son objectif de vie qui est le bonheur, même si on ne sait pas tous comment l'atteindre, je pense qu'à un moment, si tu fais un sport, c'est mieux de... C'est pas éternel, et c'est mieux pour toi de jouer. Bah oui. Donc c'est mieux pour toi d'avoir un rôle, c'est mieux pour toi d'être dans une équipe, c'est mieux pour toi d'être considéré, c'est mieux que ton coach te respecte, que tes coéquipiers te respectent, parce que tu joues et t'apportes à une équipe, tu contribues, t'aides quelque chose à avancer. Alors que voilà, au bout d'un moment, quand je vois par exemple que Rodrigue Bobois, il gagne en 2012, mais qu'il n'est pas rentré des playoffs, tu vois, voilà. À quel point, même moi, quand nous on en parle, tu vois, c'est mes meilleurs amis, tu vois, quand on en parle, je sais que c'est pas... Son titre NBA ne vaut pas plus que ces 2 titres qu'il a gagnés avec EFES, j'en suis sûr à 100%. Parce qu'il a participé avec EFES, il a aidé, il a joué, il a transpiré. Il peut dire qu'il peut regarder, il peut dire à ses filles, j'ai gagné ça. Ouais, c'est mérité. Genre, Dallas... Je suis pas sûr qu'il peut le dire. Si ses filles vont regarder à un certain âge sur YouTube, elles vont pas le voir dans la finale. Elles vont pas le voir pendant les playoffs. Genre, tu vois, c'est... Donc pour moi, à un moment, si tu veux t'épanouir, ce qui est le but, je pense ce qui est le but de tout le monde va avoir son épanouissement par différentes façons. Que ce soit l'argent, la famille, chacun va personnel. Mais en tout cas, si pour moi, tu veux être heureux, je pense qu'à un moment, il faut jouer. C'est pas... 15 ans, 20 ans de carrière, c'est pas tout le monde qui le fait. On n'a pas les moyens de toute façon pour faire comme LeBron, on est payé 1 million par année de toute façon pour se maintenir. Déjà, faut les prendre déjà. Ouais, faut les prendre. T'imagines à quel point t'es bien dans ta vie pour avoir 1 million pour juste t'entretenir. Non, mais t'imagines, tu mets à ta go 1 million juste pour aller faire du shopping. Des cils, du shopping. Mais jamais ta go elle va partir, mon frère. Ah oui, même si n'importe qui, tu donnes ça à n'importe qui devient michto. Même nous, on devient peut-être des michtos, 1 million, gros. Genre, non, mais t'en sais rien, en fait. Et tu dis que c'est une folie. Et je me dis qu'au final, le gars, ouais, il fait ça. Donc, mais tout le monde n'a pas ces moyens-là. Donc, ça veut dire que beaucoup de joueurs, pour moi, vont jouer entre 10 et 15 ans. Tu vois, si je suis correct. Et je pense qu'à partir de là, ben, ces 10 et 15 ans, il faut les rentabiliser. Si tu passes ta vie de 9 ans sur un banc en NBA, c'est compliqué. Je pense qu'à la fin de ta carrière, tu seras plus frustré qu'épanoui. Tu vois. Je le vois, j'ai pas passé autant de temps. Je suis honnêtement aujourd'hui, parce que je suis très heureux dans ma vie, tu vois. Je suis plus heureux encore que quand j'étais en NBA. Mais j'ai toujours des petites zones d'ombre, j'ai toujours des choses qui m'ont échappé en NBA, sur lesquelles j'ai toujours ces questions qui reviennent. Pourquoi? Et si? Et au final, je me rends compte que c'est pas sain. C'est chiant parce qu'au final, c'est des trucs que tu as dans la tête. J'essaye d'avancer, juste d'avancer. Donc, au fur et à mesure, ça part. Mais c'est toutes ces questions qui te reposent. Et si j'avais fait ça? Et si ça? Et si mes genoux? Et si? Je me pose 1000 questions alors que tu vois, tu pourrais aussi finir avec un jubilé incroyable et fortement te dire, regarder ta carrière et te dire, putain, j'avais vraiment accompli tout ça. Tu vois. Et je me le dis aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que j'aurais pu faire plus. Tu vois, et je me dis que beaucoup de joueurs, quand tu vas chercher ton bonheur, tu vas chercher ton truc, je pense qu'à un moment, il faut jouer. Il faut jouer, faut taffer. Même si, regarde, moi, j'adore voir Boris Dio qui va rejoindre des parts pour gagner un titre. C'est une dinguerie. C'est exactement de ce que je parle. C'est pas... On peut gagner, bien sûr que pour Tony, à l'échelle à laquelle il a gagné, c'est l'échelle qu'on aimerait tous gagner. Il a gagné en équipe de France. Il a fait les choses au plus haut niveau, mais on n'a pas tous sa chance, on n'est pas tous lui, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'il faut avancer. Si tu te compares à lui tout le temps, tu vas vivre une vie dans le malheur et tu seras malheureux. Je suis d'accord avec toi. La différence pour toi entre l'Euroleague et la NBA, c'est quoi? Comme je t'ai dit, c'est déjà une mentalité. Juste la mentalité? Non, c'est déjà une mentalité. Après, le jeu Euroleague, vu que les joueurs de base étaient moins forts et moins athlétiques, parce que tous les meilleurs joueurs étaient aux États-Unis, ils ont dû plus se baser sur la tête et jouer, du coup, créer les systèmes. Maintenant, la vraie différence, c'est que
en NBA, c'est une ligue de joueurs. L'Euroleague, c'est une ligue de coach. Ok. Ça veut dire que en Euroleague, c'est la branlette, dans le sens où on va plus kiffer regarder un coach dessiner un truc de ouf et les voir faire un play et exécuter parfaitement. Ok. Là où en NBA, toi, tu veux voir du tomard, tu vois, tu vas voir des gens crosser, tu vas voir des gens contrer, tu vas voir des comptes sur la planche qui se cassent avec un ball, tu vois. Alors que en Euroleague, par exemple, tu regardes l'action de Vincent Poirier quand avec Rodriguez, il la passe entre les jambes. Ouais. Ça reste, après, il relance, mais ça reste une action à 2. Ouais. Tu vois, ça reste une action, en fait, c'est dans un système. Le système est beau. Ouais. Ça peut arriver en NBA. Ouais. Mais c'est beau, tu vois. C'est pas juste Vincent, ou comme Gershon, parfois, qui va et qui écrase un mec, ou par exemple, Mathias qui dingue sur Vincent. Ouais. Tu vois, c'est une action individuelle où c'est pas pareil, tu vois. Et en fait, c'est ça déjà la différence. Donc, ça fait que ça crée une grosse différence, parce que du coup, les joueurs Euroleague qui sont... Maintenant, on a beaucoup de joueurs, anciens joueurs NBA qui reviennent en Euroleague. Donc, ça rehausse le niveau. Mais, normalement, les joueurs sont moins athlétiques parce que les plus athlétiques sont toujours... Il y a toujours ce système qui fait que les meilleurs se retrouvent aux États-Unis. Okay. Pourquoi Giannis joue pas en Euroleague? Pourquoi il joue pas avec Panathinaikos ou Olympiakos, tu vois? Genre, il est... Non, il est... Ah, je me suis jamais posé la question. Franchement, je me suis jamais posé la question. Pourquoi Lucas joue pas en Slovénie? Il pourrait juste jouer en Euroleague ou il pourrait rester au Real. Pourquoi il part Tu vois, pour Henrique Rubio, il part de Barça, il va... Tu vois, tu peux faire la liste et les langues, on peut faire ça comme ça, mais en final, oui, tous les meilleurs joueurs vont. Donc ça fait que il faut toujours trouver un moyen, bien sûr, que l'Euroleague garde quand même des ressources, sinon, d'un moment, tous les joueurs partent et t'as rien. Et c'est pareil, l'Euroleague draine les ligues, les petites ligues en France, et ils prennent des joueurs par-ci, par-là. Et à un moment, si t'es pas capable de garder de maîtriser ton drain et de garder le truc, tu vas te vider de joueurs bons, en fait. Imagine tous les bons joueurs français, les jeunes potentiels, là, qu'on a. Rizaché, tout le monde se barre en Europe. Tu vois, c'est pas bon pour notre marché à nous, pour notre ligue, tu vois. Donc, ça fait que oui, les joueurs sont plus basés sur c'est plus mental. Ou c'est aussi mental, mais on veut voir des gars athlétiques. Les règles aux États-Unis sont faites pour faire le show. Okay. Le big man à l'intérieur, il est 2 secondes 9, il faut que tu sortes de la raquette. Ou que tu touches quelqu'un qui passe dans la raquette pour rester dans la raquette. Okay. Donc parfois, quand sur ces 2 secondes tu sors, c'est le temps que LeBron lui vient pour dunker. C'est ça qu'il y a beaucoup plus d'espace. Alors qu'en Europe, c'est pas du tout leur souci. En Europe, tu fous 2 gars de 2m20 dans la raquette et ils peuvent rester là, gros, pour toute la soirée. Ils ont aucune obligation de sortir la raquette, à part quand on va en attaque. Tu vois ou pas? Donc c'est une autre mentalité, c'est une autre chose. Les Américains, ils ont vraiment rendu ce sport fun à regarder. Parce que l'Euroleague, pour l'instant, ils sont pas encore arrivés au même format. Ils sont pas aussi fun que... C'est pour ça qu'on regarde pas l'Euroleague autant. Même si on regarde, parce qu'on est fan de basket. Mais alors que tu as des joueurs NBA par rapport que tu as des gens à l'extérieur dans la ville lambda qui peuvent se retrouver à regarder un match NBA, qui connaissent un peu par rapport au Jordan, des effets de mode, alors que l'Euroleague, pour l'instant, on n'en est pas encore là, tu vois. Je comprends. Toi, tu t'es plus amusé en NBA ou en Euroleague? NBA. Ah ouais? NBA quand même. Pourquoi? J'ai fait 7 ans. Non, mais quand je dis amusé, je parle de vraiment sur le terrain, tu vois, pour taffer les mecs, je te parle. J'ai eu des moments où, en fait, entre 2-11 et 2-13, je joue énormément. Tu vois, je joue autant qu'à Barça. Je joue voire plus, mon temps de jeu il est largement plus élevé. À un moment, je me retrouve, j'enchaîne 16 matchs à plus de 30 points, à plus de 30 minutes. Je me rappelle, à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie. Non, mais lessivé. Non, j'étais décédé. Je cherchais tous les moyens possibles pour récupérer. C'est pour ça que j'ai fait le test sur mon corps. C'est pour ça que quand je te dis, je vois un mec comme LeBron, et tu vois, j'ai pas envie dans ma tête de commencer à parler de dopage. J'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie. Je refuse. Je la refuse, je l'enterre. Et franchement, je la laisse loin de moi. Mais moi, j'ai essayé ça et je me dis, je cherchais tous les moyens possibles. Gros. J'allais dans le jacuzzi. Je faisais chaud, froid, chaud, n'importe quel que soit l'ordre. Je rentrais juste dans les deux. Je faisais des trucs de massage. Mon kiné me massait, tu vois. Le soir, je rentrais, j'essayais de me coucher tôt, de récupérer, de bien manger le matin, manger des féculents, manger des trucs qui vont me faire récupérer au niveau muscle. Ça n'empêche pas que j'étais fatigué de ouf. Oh shit. Ça n'empêche pas que j'étais fatigué. Oh shit. Genre, tu vois, donc je me dis, au final, quand les mecs, je les vois faire ça, je dis, mais
j'étais en norme aussi physiquement. Donc, c'est pas comme si je suis lambda qui se bat avec des gars, tu vois, souvent, je parle de monstres, mais je fais partie de ces monstres. Même moi, physiquement, je le vois. Je marche encore tout à l'heure. Le petit garçon, il me regarde. En plus, j'ai un gilet dans la main. Oh, il va faire quelle dinguerie, celui-là, encore. On va parler après ça. Il va où? T'imagines? Tu vois un mec passer aux costaud avec un gilet dans sa main. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta mère, la France, c'est plus safe, là. Oh, putain de merde. Donc, toi, pour toi, il se dope. Oh, t'es relou. Non, mais je me suis déjà posé la question. Je pense pas, j'espère pas. Ah, j'espère pas. Tu vois, ça reste un grand nom du sport. Tu casserais le mythe là, franchement, ça me ferait chier. Ça me ferait chier là, en fait. tu dis ça. On peut voir certains d'entre eux tomber parce qu'il y en a plein qui se dopent. Ouais. Mais pas ces icônes-là. C'est comme Michael Jordan, c'est comme Usain Bolt. Ouais. C'est des gars, pour l'histoire et même pour nous en tant qu'histoire, l'économie et notre histoire black, on peut pas avoir ces noms-là tomber. J'espère pas. Tu vois, on peut pas apprendre que Nelson Mandela c'était une fraude. On peut pas. Genre, non, mais il y a des choses, tu vois. On peut pas. Ça peut pas en fait. C'est trop puissant. C'est trop puissant. En fait. Ça a trop d'impact. Ça aurait trop d'impact sur nous et notre culture et ça aurait trop. C'est un bordel. Je comprends. Donc je me dis honnêtement, non. J'espère pas. Ok. Tu vois, mais c'est vrai qu'il fait des choses que moi, en tout cas, et encore une fois, j'ai peut-être pas mis les mêmes efforts que lui. J'en sais rien en fait. Je me dis, honnêtement, je préfère lui donner le bénéfice du tout et me dire que. J'ai juste pas bossé comme LeBron en fait. Voilà, c'est tout. Il y a sa génétique qui est hors norme et puis j'ai pas bossé comme lui parce que s'il met 1 million déjà dans son truc, j'ai jamais été près de cette somme. Tu vois, même si j'avais mon coach, j'avais un chef, je pense que par année, je m'en sortais. Par mois, je payais peut-être 15 000 au total pour tout ce que je faisais autour, tu vois. Mais j'étais très loin du million. Il manque des zéros là encore pour arriver à il manque encore beaucoup de zéros, tu vois. Dernière question, moi qui m'intrigue. Kevin, c'est quoi ce gilet pare-balles? Depuis tout à l'heure, t'es avec et tout, je comprends pas. Explique-nous, c'est quoi? Le gilet? Ouais. T'es arrivé avec, j'ai eu peur pendant une seconde, j'ai cru qu'il y avait une arme cachée derrière ton dos, mais bon, apparemment t'es venu safe, donc ça va. En fait, je sais pas, c'est la première fois que c'était sur First Team, tu vois. Ok. J'ai mis de base, je parlais avec, c'était limite un pari au début, hein. Ok. Mon meilleur pote, le gars, il me disait, je suis sûr que tu peux pas le mettre et tout, nana. Et au début, j'ai dit ouais, mais après tu vois, après j'ai dit mais ça envoie une image parce que je suis baraque et c'est vrai. Je pense que tout le monde peut pas porter un gilet pare-balles. Tu vois. Ouais. Celui-là il est à ma taille, il est mon truc, mais tout le monde peut pas porter un gilet. Il faut avoir comme une carrure dans le truc, tu vois. Et je me dis, ce que ça envoie déjà la première chose, c'est que tout le monde peut pas mettre un gilet. Ouais. D'accord. Deuxième, j'ai été inspiré par l'effet Fiti. Fiti, c'est un... Bon, Fiti, j'ai dit. Quand il tabasse le mec dans le fond et qu'après il sort avec le gilet là pour faire la dernière scène du film, tu vois. Ouais. C'est quoi le nom? C'est Rich Dying Trying. Et tu vois, je me dis c'est du lourd, tu vois. J'aurais jamais pensé à un jour que j'aurais mis un gilet ou tu vois. Ouais. Et c'est un cadeau d'un de mes rappeurs. Donc, du coup, à partir de là, j'ai tenté, j'ai vu que c'était pas mal. Moi, je kiffais l'effet. Je le mettais chez moi des fois, tu vois, pour voir. Je fais mes petites pattes avec le gilet. Lui, entre les pitons, les gilets pare-balles, va comprendre ce qui se passe dans ce cerveau, lui. Va comprendre ce qui se passe dans ce cerveau. Non, mais en fait, une fois que j'ai eu accès à un, j'ai essayé, tu vois. J'ai essayé. Surtout quand il y a eu un petit moment où le fashion, les gilets, ils mettaient pas mal de gilets. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai essayé. Et en fait, ça m'allait bien. Vu qu'avec ma carrure, ça passe. Donc, j'ai gardé. Et en fait, je me dis que quand je veux vraiment donner une interview où je sais que show où il y aura des punchlines, je veux que ce soit significatif de s'il vient que sans gilet. C'est chaud. C'est chaud. Ok. Si tu me vois sans gilet, pose-toi des questions. Tranquille. Voilà. Fais ta life, voilà. Je fais ma life. Tranquille. Voilà. Okay. Mais si tu me vois avec le gilet, c'est chaud. Kevin, en tout cas, merci pour ta simplicité et ta folie. Tu m'as fait grave rigoler, franchement. Même hors caméra, on a grave parlé, c'est cool. Franchement, merci. Merci de ta simplicité. Ouais, non, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. On croirait pas que t'es comme ça, mais je me rends compte que t'es méga cool. Et en tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci, mon gars. Et je serai le micro. Ça, on peut vraiment finir son bonne. Merci, j'apprécie. Et de changement, en tout cas. Et je vous dis bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.